demandé à Tasso. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est qui parle? Bon, bref, j'ai demandé à Tasso de nous révéler quels sont les pères de l'Église qui ont ostracisé Pythagore. Hein. Voilà, parce que j'ai trouvé un livre là récemment là, de Pierre Breno qui s'intitule Le dossier Pythagore, du chamanisme à la mécanique quantique. Donc c'est le seul qui fait la relation entre la mécanique quantique et le pythagorisme. À part Poincaré qu'il avait fait, mais Poincaré a été oublié. Aux dépens de qui? De son copieur Einstein. Parce que va y avoir, attention, derrière l'affaire Pythagore, va y avoir l'affaire Einstein, qui va être cloué au pilori, lui. Hein. Parce que tout ce qu'il a fait, la pire connerie qu'il a pu faire, c'est d'introduire le photon baladeur. Hein. Et ça a foutu tout le siècle dans la panade. Voilà. Bon, donc, Tasso, est-ce que tu peux, Dominique Tasso, est-ce que tu peux nous dire si tu as fait une enquête sur quels sont les pères de l'Église qui se sont permis d'ostraciser le père de la science? À toi, Dominique. Voilà. Bon, oui, enfin, justement, il n'y en a pas. Non, là, alors je pense qu'il ne faut pas séparer Pythagore de tout ce qui est venu par les Grecs. Bon, alors, tu vas dire que c'est les Égyptiens qui parlaient à travers les Grecs, mais peu importe. Enfin, nous, on a reçu à travers les Grecs. Et que les gens soient pères de l'Église ou philosophes ordinaires, je dirais, ça ne change rien. Enfin, disons, l'importance des nombres a été reconnue, par exemple, Saint Augustin, qui est le père de l'Église latine le plus célèbre, il insiste beaucoup sur la valeur des nombres. Je veux dire, par exemple, sur le 6, il fait remarquer que c'est un nombre parfait. Enfin, donc, je dirais, jusqu'au Moyen-Âge, il n'y a jamais eu de... Moi, je dirais, l'Église ne s'est jamais séparée de la culture générale occidentale, culture dans laquelle les nombres avaient de l'importance. Et elle avait d'autant moins de raisons de s'en séparer qu'il y a un verset de la Bible, dans le livre de la sagesse, qui dit que Dieu a tout créé avec nombre, poids et mesure. Ah, ouais. Donc, à la limite, l'adage qu'on attribue à... Alors, le problème, c'est que on peut dire... il y a partout des nombres, autrement dit, les nombres sont pertinents vis-à-vis de tout être réel. Donc ça, c'est le pythagorisme faible. Et puis, il y a le pythagorisme fort, qui est de dire les choses, les nombres sont les choses. Ah, c'est-à-dire, mais je pense que le pythagorisme fort n'a pas été le pythagorisme de Pythagore, parce que c'était quelqu'un d'intelligent. Donc, je pense qu'il a quand même bien toujours perçu qu'il y avait à côté du quantitatif, du qualitatif. Je ne ferai pas l'injure. Alors, le problème, c'est qu'on peut raconter tout ce qu'on veut sur Pythagore, parce qu'il n'est pas là. Hein? Oui, je sais, mais attends, d'après ce que moi j'avais entendu, il avait dit tout est nombre. Tout est nombre, voilà. C'est pythagorisme faux. Oui, mais tout est nombre, ça peut se... Alors, il y a plusieurs... il y a plusieurs façons de le comprendre, mais ça veut dire, soit ça veut dire le nombre est partout, soit ça veut dire il n'y a que du nombre. Et c'est pour ça que je dis, il y a le pythagorisme faible qui consiste à dire le nombre est partout, le nombre est dans la musique, le nombre est dans la peinture, etc. Bon, et ça, je pense que tout le monde peut être d'accord là. Et on peut analyser les couleurs par la longueur d'onde, et bon, etc. Donc, le tout est nombre, le pythagorisme faible, je pense que ça fait partie de la culture occidentale générale. Mais je dis occidentale parce que, à mon avis, ça c'est une approche qu'on a reçue des Grecs. Et il y a des peuples qui n'ont jamais attribué d'importance au nombre. Ah, intéressant. Donc, ça fait partie,
l'intérêt pour les nombres, et puis l'intérêt pour les nombres entiers, l'harmonie des nombres. De toute façon, l'harmonie, il y a le nombre est derrière l'harmonie. Bon, alors ça, c'est peut-être là, ça la grande découverte de Pythagore, d'ailleurs. Oui, c'est en ça. tout cas, c'est ce qu'on lui attribue. On lui attribue. Oui, mais alors à juste titre, alors justement, je peux me permettre d'intervenir. C'est l'article qui vient d'être accepté dans cette revue là, qui s'appelle Advances in Pure Mathematics, grâce à notre amie Renée, ici présente, mathématicienne, qui a ses accointances, pour ainsi dire, dans ce journal, parce qu'elle a publié beaucoup en cristallographie. Cet article réhabilite complètement les théories pythagoriciennes au niveau de la quantique gravitationnelle. Ça unifie tout. Et ça définit même la masse. Parce que je vous explique en gros ce qui s'est passé là actuellement. Il y a une espèce de trilogie. Hein. Il y a les matérialistes. Alors ça, c'est ceux qui... Alors là, c'est la série des soi-disant scientifiques du XXe siècle. C'était la catastrophe. Je peux vous dire, c'est la bérésina. C'est la cata. Hein. Là, c'est l'effondrement généralisé de tout un système scientifique. Bon, c'est les matérialistes. Et à côté de ça, vous avez les numéristes qui considèrent, les pythagoristes forts, qui considèrent qu'il faut tout baser sur les nombres. Bon. Et vous avez un troisième volet, c'est un peu l'aspect chamaniste, qui insiste sur l'aspect vibratoire de la matière. Et ça, c'est connu, ça a été vérifié, c'est contrôlé. La matière a un aspect vibratoire. Donc, moi, je dis même plus loin, je dis la matière, même nous, on se propage par ondes. Voilà. C'est-à-dire, quand on bouge, on est désintégré et réintégré plus loin. Hein. Voilà ce que je dis. Hein. Et j'ai les preuves. Hein. Et entre les deux, on se transforme en antimatière. Autrement dit, le problème de l'antimatière est en plus résolu. Là. Hein. Et en plus, le problème de la matière noire, ils ne savent même pas ce que c'est, ils n'ont pas compris, c'est une vibration matière-antimatière qui est déphasée. Voilà. Donc, on a les preuves dans cet article que on en rétablit tout à fait cette histoire de vibration de la matière. Mais alors seulement le siècle actuel, ils n'ont rien compris. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait trop de formalisme et ils n'ont pas fait assez d'intuition. Donc c'est là qu'on va laisser peut-être la parole à notre ami directeur de séance. Hein, enfin, tu peux peut-être dire un mot sur la séparation qu'il y a eu en mathématiques entre Poincaré et Hilbert. Jacques, vas-y. Jacques, tu écoutes? Il est dans les vapes, lui. Est-ce que tu nous écoutes, Jacques? Ça marche ton système? Ça n'a pas l'air d'avoir. Bon, en tout cas, on t'entend. Moi, on m'entend. Ben, c'est l'essentiel, c'est qu'on m'écoute. Hein. Non seulement il faut m'entendre, mais il faut m'écouter. Hein. Parce que ce que je viens d'annoncer, c'est très grave. J'affirme que l'article qui va être publié dans cette revue-là fout en l'air tout le XXe siècle et détruire dans la même foulée les philosophes du XXe siècle et même d'avant. Ils ont complètement raté tout. Hein. Je vous explique comment ils ont raté ça. Parce que quand on regarde un peu quelle est leur opinion sur qu'est-ce que c'est que la vérité, ils ne sont pas foutus de dire la vérité absolue existe. Voilà. Même vous ne savez pas ce que c'est qu'une vérité absolue. Je vais vous en citer une. Qui c'est qui est là? Qui c'est qui parle? Bah, c'est Nadia. C'est Nadia. Nadia. Bon, t'es là, Nadia? Bon, Nadia est là. Nadia. Bon, enfin, disons, voilà. Donc, je vais vous rappeler une vérité absolue. Hein. 2 plus 3 égale 5. Voilà une vérité absolue. Et ça, Pythagore, évidemment, et les Égyptiens l'avaient vu. Puisque si vous allez dans le temple hypostyle à Karnak, qu'est-ce que vous allez voir au centre du temple hypostyle? Vous allez voir 2 rangées de 5 colonnes. 5 et 5, 10. Pourquoi 5 et 5, 10? C'est figuratif. Parce que 10 est un nombre sacré, c'est la tétractys. Et quelle est l'importance de la tétractys? Ben, c'est parce que c'est 3 plus 7. Qu'est-ce que c'est que 3 et 7? C'est les nombres de Mersenne qui se suivent. 2 puissance 2 moins 1 égale 3, 2 puissance 3 moins 1 égale 7. 3 plus 7 égale 10. Personne ne l'a dit dans toute l'histoire de la philosophie et de la science. Personne n'a vu cette relation. Alors que les Égyptiens, évidemment, le savaient. Alors, vous savez ce qu'ils ont fait en plus? Je vous conseille d'aller en Égypte. Ah, je vous recommande.
C'est pas Parce trop que le quand vous moment allez d'y aller. Non, mais quand ça sera apaisé, qu'est-ce que vous allez constater en face de chacune des 5 colonnes? Il y a une colonne qui est immergée dans la paroi. Qu'est-ce que c'est que cette demi-colonne? Est-ce que vous avez déjà vu, dans un monument quelconque, une colonne qui est immergée dans une paroi? Non? Ah ben, c'est quoi? Ça veut dire que 5, c'est 6 moins 1. Vous y êtes là? Non, vous n'y êtes pas. Et on sait en physique, en mathématiques, en théorie des nombres. Alors attention, c'est que là, on rejoint la théorie des nombres. C'est la théorie qui a été négligée pendant tout le XXe siècle et que notre article la réhabilite complètement. On rétablit la vérité des nombres. Et ce qui est très intéressant dans les nombres, c'est ce qu'on appelle les couples de nombres parfaits. 6 et 5 représentent un couple parfait. Pourquoi? Parce que 6 moins 1 étant l'unité, la fameuse monade égyptienne, 6 moins 1, ça fait 5. Mais 5, c'est 2 plus 3. Et 3 fois 2, 6, et vous retombez sur votre pote de 6. Bon, est-ce qu'il y a des. Est-ce que déjà, Jacques, il m'écoute là? Jacques, tu m'entends? J'ai levé la main pour prendre la parole. Je pense que chaque personne qui souhaite prendre la parole Bon, ben, c'est moi qui peut dirige, utiliser. je dirige la séance parce que je vois que Jacques, il dort. Hein. Donc, t'as Francis, la parole. Vas-y, Francis, ouais. Tu peux parler. Francis, j'ai levé la main pour prendre la parole, mais chacun d'entre vous peut le faire. Cet écran là, t'es où exactement dans l'écran, toi? On te voit? C'est là où il s'est marqué N comme Nadia. N. Mais non, justement, il n'y a rien. Oui, vous avez rien? Oui, on n'a pas l'image, on a un carré noir. Ah, vous avez un carré noir, mais parce que en fait, j'ai pas mis la caméra parce que je suis dans ma bagnole. Ah, d'accord. T'es où? T'es en voiture? Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais dans ta voiture? Je t'entends, hein, tout va bien. Oh, les types, franchement. Bon, vas-y, t'as la parole. Alors, on peut pas voir un écran noir. Qu'est-ce qu'il me dit? Alors, j'ai levé la main. Hein. Donc, chacun à son tour peut lever la main pour. Non, mais on ne voit pas ta main parce que tu ne vois pas ton écran. Oh là là. Si, je te l'ai mis. Il y a une petite main. Il y a une petite main. Ah, il y a une petite main. Je n'ai pas vu ta main. Ah oui. Alors, simplement. Mais sur le côté, tu vois, tu lèves la main. Voilà. Tu tapes dessus, puis tu as la main qui s'affiche. Oui, excuse-moi, je ne me suis pas habitué. Bon, vas-y, qu'est-ce que tu as à dire, toi, Nadia? Oui, mais alors, qu'est-ce qui différencie tes propos, par exemple, des propos d'un numérologue ou logiste, ou je ne sais pas comment on les appelle, de ces gens-là qui font du charlatanisme? Alors, qu'est-ce que tu as à leur répondre? C'est clair. Alors ça, la réponse, elle est très claire. C'est qu'il y a dans le peuple, il y a une admiration pour les nombres qui est intuitive. Et les gens, ils ont tous leur nombre sacré, tu vois, leur nombre préféré, leur date de naissance, ils jouent au loto. Ils ont une fascination des nombres un peu larvée. Voilà. Mais, donc, il y en a beaucoup qui font des corrélations un peu bizarres avec les dimensions des pyramides, tu sais. Ils essayent de trouver des relations. Mais ça, disons, c'est pas précis, c'est au 10e près. Tandis que là, les corrélations que je montre, là, qu'on montre dans cet article-là, sont à 10-7. Et quand on atteint 10-7, on sait en science que ça devient une quasi-certitude. Hein. Voilà. Donc, autrement dit, il y a des corrélations qui sont maintenant établies avec les, bon, je vous préciserai ça, hein, avec les masses atomiques de l'ADN, hein, qui sont isotopiques pures qu'on connaît à 10-7. Donc, il y a des corrélations qui montrent bien que l'ADN, par exemple, corrèle à 10-7 avec toutes les constantes de la physique, et en particulier cosmologique. L'ADN est universel, on l'a dit, l'ADN est universel dans le cosmos. Donc voilà, je réponds à ta question, Nadia, j'espère. Ils ont une bonne intuition, il faut les encourager et il faut leur dire écarter les calculs qui ne sont pas précis à la 10-7 près. Bon, disons 10-7 déjà, c'est bien. Hein, bon, qu'est-ce que tu as à répondre? Vas-y, Nadia, réponds. Écoute, j'écoute attentivement tout ce que tu me dis. Donc, voilà, moi, tu sais, je ne suis pas une experte, mais je trouve ça intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole? N'hésitez pas à le faire parce que vous avez 3 petits points sur le côté. Donc, il y a une nouvelle dame. Attends, Francis,
Je voudrais parler. On parle, vas-y. Francis, Ouais, parle. j'ai 3 petits points sur le côté. Vous pouvez utiliser donc la main pour prendre la parole. Levez la main. 3 petits points sur le côté, vous appuyez dessus. Vous avez une main, vous tapez dessus, puis vous indiquez que vous avez envie de prendre la parole. Ouais. T'as compris ça? Alors, attends, il y a une. Alors, qui veut prendre la parole? Il y a une certaine Oui, j'ai Sylvie qui est là. compris. Il y a Sylvie qui est là, on ne connaît même pas. Est-ce qu'elle peut te présenter, Sylvie? Sylvie? Elle est où, la Sylvie? Oui, bonjour. Ah oui, alors. Bonjour. Qui êtes-vous, Sylvie? D'où vous sortez, là? Oh, on se connaît depuis longtemps, Francis. Ah, on s'est connus. Où est-ce qu'on s'est connus? Une bonne camarade de Jean-Sébastien Dubuisson qui m'a convaincu de la relative Ah, justesse c'est de toi, tes Sylvie. Ah, celle de la rue Mouffetin. Ah, je t'avais pas reconnu avec ta tête, là. Bon, bref. Alors, qui c'est qui t'a du invité? collège de France. Qui c'est qui t'a Du invité? collège de France. J'ai Ah, mais- écouté ta leçon. Non, mais qui c'est qui t'a invité à cette conférence? Alors, écoute, Jacques, je suis en général destinataire des rendez-vous. Et là, je cherchais à y participer. Et par contre, je ne sais pas si je suis arrivée en retard, mais je n'ai pas entendu le petit exposé débouchant sur une problématique. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre la parole s'il n'y a pas une problématique qui a été posée et sur laquelle on intervient. Mais peut-être que c'est moi qui ai loupé cet exposé introductif sur les nombres. Comme dit Nadia aussi, enfin, les risques de tomber dans la numérologie, en tout cas les corrélations, l'interprétation des corrélations qu'on observe, je ne peux pas prendre la parole sur un sujet dont je n'ai pas vu la façon dont il était posé. Voilà. Ok. Bon, Oya, il y a Sylvie qui est là, hein. Tu veux dire bonjour? Alors, Bon, laisse Oya. Oya, j'aurais quelque chose je vais appeler Oya parce que j'ai une amie, j'ai le salut d'une amie à lui transmettre. Oui, bon, on verra ça plus tard, les petits papotages entre filles. Mais justement, je me permets de dire que je ne vois pas de... On laisse tomber. Donc, voilà. Alors, donc, je reviens à la discussion principale avec notre invitation. Est-ce qu'on peut poser des questions par écrit? On a ostracisé Pythagore, et moi, j'accuse des pères, certains. Il faudrait que, Dominique, tu t'expliques à ce sujet-là. Voilà. Allez, vas-y. C'est pas moi qui accuse, d'ailleurs, c'est Pierre Breno. Alors, je signale à notre ami Nadia, hein, au lieu d'amener comme l'autre fois, tu as amené le que sais-je, là, d'un philosophe complètement nul, là. Il fallait amener le livre de Pierre Breno, Le dossier Pythagore, du chamanisme à la mécanique quantique. Voilà. Donc, vas-y, comment tu peux défendre l'Église, là, Tasso, puisque tu es bien versé là-dedans, comment tu peux défendre l'Église sur ce sujet? Voilà. L'Église est attaquée, là, attention. Hein. Ben, je n'ai pas besoin de la défendre parce que alors, il faut distinguer 2 périodes. Il y a la période, je dirais, jusqu'au XIIIe siècle, dans laquelle l'Église est dans la ligne directe de la culture gréco-latine, et donc elle attache de l'importance au nombre, au nombre, c'est-à-dire au nombre entier. Hein. Oui, bien sûr. Il s'agit bien du nombre entier. Tous les pères de l'Église font des commentaires, le 7, le 3. Alors effectivement, c'est plutôt sur le biais du symbolisme que sur le biais de la numérologie. Hein. Mais tu viens de parler de Mersenne. Mersenne, c'est un curé. Oui, d'accord. Donc, ce que je veux dire, c'est que les mathématiciens de toute la période médiévale, en général, c'était des clercs. D'accord. C'était donc il pouvait pas y avoir de dissociation entre une culture universitaire et une culture de l'Église. C'était la même chose. Hein. Alors là où une différence arrive, c'est à partir du XVIe siècle, puis c'est à partir de Newton, Galilée, etc., où d'une part, il y a des savants qui ne sont plus des clercs, et tu sais que Newton, par exemple, est le premier à avoir été autorisé à enseigner à Oxford sans être tonsuré. Ah, c'est intéressant ça. C'est la première fois.
Et encore aujourd'hui, hein, il y a ce problème, cette règle où les titulaires de chaire ne peuvent pas se marier en Angleterre. Ah, oui. C'est-à-dire que, alors après, alors en réalité, ce qu'il y a, c'est qu'il passe la main assez vite et puis il se. Mais donc alors, mais ça ne change pas la connaissance des nombres. Non, là où les choses changent, c'est qu'à partir de Galilée, alors malgré que Galilée ait dit le langage de la nature, c'est les triangles, les cercles, les figures géométriques, en réalité, c'est devenu les nombres décimaux. La géométrie qui était encore il y a 50 ans considérée comme la façon la plus astucieuse de résoudre les problèmes, c'est-à-dire quand on pouvait résoudre par la géométrie un problème plutôt que par l'algèbre, c'était perçu comme une qualité par le prof, en tout cas. En tout cas, ça m'est arrivé. Ça. Bon, mais en pratique, la géométrie n'a plus du tout eu l'importance qu'elle avait avant. Et on a évidemment une science du calcul décimal qui est devenue, qui occupe presque toute la place. Mais ça, l'Église n'est pour rien là-dedans. Le fait qu'on ait abandonné l'intérêt pour les nombres en tant que nombre entier, reliant justement le nombre à d'autres choses, c'est-à-dire reliant aux harmonies, reliant à... parce que donc je parlais de l'harmonie tout à l'heure, mais l'harmonie des sphères, c'est pas un concept, c'est un concept de l'Antiquité, et qui a été transmis par l'Église, justement. Donc, ce qu'il faut critiquer, c'est le fait que la culture occidentale, à partir de la Renaissance, en réalité, a oublié la tradition. Alors, c'est un paradoxe parce que à la Renaissance, on a voulu dire qu'on allait s'inspirer de l'Antiquité, mais alors le drame, c'est qu'ils se sont inspirés de l'Antiquité, mais uniquement pour ce qui est de l'art, de la littérature, mais les œuvres scientifiques de l'Antiquité ont été très très mal transmises. Parce que la bibliothèque d'Alexandrie a brûlé, enfin, tout le monde sait ça. Et alors, il en est resté des choses auxquelles on attribuait de l'importance, mais à l'époque de la Renaissance, quand on voulait faire un cadeau à quelqu'un, on lui offrait un manuscrit de Virgile ou de Pindare, etc. Bon, mais c'était pas les manuscrits scientifiques de l'Antiquité. Et à la limite, c'est seulement maintenant où on commence à travailler sur par exemple, sur toutes les connaissances arithmétiques des Égyptiens. Hein, où maintenant, il y a des gens qui travaillent sur les... Donc, on s'est rendu compte que dans l'Antiquité, il y avait des textes scientifiques. Mais pendant toute la Renaissance et les époques qui ont suivi, les gens étaient passionnés par l'Antiquité, mais pas par la science de l'Antiquité. Oui, d'accord, mais tu ne réponds pas à la question. Quel père de l'Église a ostracisé Pythagore? Aucun. C'est clair comme question. C'est marqué dans le bouquin de... Ah oui, non, mais alors c'est pas ça. Oui, alors là on y est peu. Non, c'est pas ça. C'est le Alors, on a appelé pythagorisme l'héliocentrisme. C'est parce que Pythagore passe pour avoir considéré, pour être. Alors, il y a Aristarque de Samos. Pour être copernicien avant la lettre, si on veut. Donc donc on a dit les pythagoriciens c'est des adorateurs du soleil. Enfin c'est ça qui a été mais je veux dire c'est vraiment anecdotique et ça n'a rien à voir avec Pythagore. Mais c'est effectivement le nom de Pythagore a été associé à celui de Copernic. Oui, d'accord, mais tu ne réponds pas à la question. Quels sont les pères de l'Église qui ont fait tout foirer? Voilà. Parce que vous avez tout foiré. Non, mais c'est parce que tu emploies l'expression père de l'Église sans savoir ce que ça a un sens technique. Les pères d'Église, c'est un certain nombre. Quel pape a décrété Pythagore doit être enlevé de l'iconographie? C'est pas moi qui parle. Hein.
L'iconographie Oui, mais ça, a été enlevée à partir de la Renaissance, justement. Avant, il y avait des sculptures de Pythagore dans les cathédrales et dans les fresques, dans les chapelles de la Renaissance. On voyait Pythagore. Après, il a été éliminé. Qui c'est le coupable? oui, c'est ça. La Mais question non, est claire. oui, mais le coupable, s'il y a coupable, ça n'a rien à voir avec les pères de l'Église. Ah, Le coupable, là, c'est un coupable hiérarchique. ah, C'est pas un penseur, le coupable. ah, quand même. Non, mais c'est dans un diocèse, c'est l'évêque qui commande, et puis il y a le pape Bon, bah, qui est voilà. au-dessus des évêques, mais il est pas forcément, il donne pas forcément des consignes sur des questions pratiques, hein. Mais alors, pourquoi est-ce que des évêques ont voulu enlever. Enfin, si tu veux, c'est comme Jacques Tempier, qui était l'évêque de Paris au XIIIe siècle, a pris une mesure contre Aristote. Ah, voilà. C'est Parce intéressant. qu'il considérait qu'Aristote était un païen, il croyait à l'éternité de la matière, etc. Donc, en tant qu'évêque, alors évidemment, lui avait euh, une autorité sur l'université, hein, parce que l'université échappait au pouvoir séculier. Hein, les profs ou les étudiants ne pouvaient pas être poursuivis dans les tribunaux à l'époque, hein, parce que université, ça vient d'universitas, donc justement, ça échappait au pouvoir local, mais ça y échappait parce que c'était rattaché directement à Rome, si on veut. Ah, C'est pour ça qu'il y a des universités oui, partout, bah, et alors, puis les gens se baladaient, oui, ouais, dis-moi, est-ce qu'il y d'université. a un évêque qui a accusé Pythagore? Tu dis, il y en a un qui a accusé Aristote, mais on s'en fiche. Aristote et Platon, c'est des secondes mains, hein. Pythagore, c'est lui le principal, parce que dans le livre des initiés, là, je viens de le finir, un livre énorme, hein, il y a 100 pages sur Pythagore, il y a 30 malheureuses pages sur Platon, il n'y a rien sur les autres. Et Platon. Alors, je vous explique la différence entre Platon, parce que ça, j'ai compris récemment, parce que personne n'explique la philosophie, je peux vous dire. Là, les philosophes, c'est une catastrophe, hein. Ce qui se passe, tout le monde parle de Platon. Platon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vulgarisé Pythagore, mais sans déceler tous les secrets. Et voilà, il y a une chose très importante, et je crois que ça fait du tort à l'école Pythagore, c'est que Pythagore a voulu garder le secret sur certaines découvertes. Voilà. Alors, quelle est la raison de ça, hein? Ça, justement, c'est pour ça qu'on l'a traité de secte. Les gens, ils s'enfermaient avec des manteaux, bon, bref. Donc, ça a donné naissance aux francs-maçons. Il y a un aspect sectaire. Et ça, j'ai longuement réfléchi, ça m'a beaucoup embêté, parce que moi, je suis plutôt pour la multiplicité des connaissances, hein. Ça, c'est mon côté enseignant, ça. Mais ce qui m'a frappé chez Pythagore, c'est que lui, il voulait garder des secrets, comme en Égypte. Pareil. Parce qu'en Égypte, il fallait vraiment, pour percer les mystères, il y avait tout un palier, 5 ans sans parler, écouter le maître derrière un rideau, enfin bon, des tas de trucs. Alors j'ai enfin compris ce qui s'est passé. C'est que je vous explique, c'est que la majorité du peuple n'est pas capable d'appréhender les vérités. C'est ça. Alors ça, c'est contraire complètement à tout ce qu'on enseigne partout. Mais moi, c'est la leçon que je retiens de cette physique du XXe siècle, qui sont complètement plantés en suivant un copieur. Qui c'est qui arrive? Attends, je termine ma phrase. Ils ont suivi un copieur qui s'appelait Einstein. Einstein a copié Poincaré. Or, Poincaré avait annoncé des tas d'injonctions sur la cosmologie. Il avait dit, il ne faut pas utiliser d'équations différentielles. Qui c'est qui arrive? C'est chez toi? Non, je fais du bruit, excuse-moi, hein. Oui, J'aurais dû éteindre mon micro. Voilà. Oui, voilà. Ah, bon, bref, alors bon, écoutez bien ce qui s'est passé. Les gens ont suivi le mauvais guide. Le mauvais guide, c'était Einstein. C'était un copieur. Donc, au lieu d'écouter le créateur qui était Poincaré, ils ont suivi le copieur. Et alors là, si vous suivez un mauvais élément, vous allez à la catastrophe. C'est ce qui s'est passé. Einstein a énoncé des tas de contre-vérités. Voilà. J'ai parlé avec, comment il s'appelle, votre philosophe, là, Alors, Alain, il a commencé à citer Einstein. Alain, il admire Einstein.
C'est grave pour un philosophe comme lui, soi-disant philosophe, hein, Alain. Alors, quand j'ai dit, je vous donne un exemple pour vous montrer le niveau d'Alain, c'est le spécialiste de philosophie de l'équipe de Nadia. Hein. Comment ça se fait qu'il n'est pas là, Nadia? T'as pas invité Alain? T'as bien fait parce que je vais le détruire. Hein. Voilà. Bon. Quand j'ai dit à Alain, si vous allez dans le temple d'Hypostyle, vous verrez que 5, c'est 6 moins 1. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Ouais, c'est comme ceux qui font des relations entre les côtés des pyramides et tout ça. Il ne voit pas la distinction entre compter un petit nombre et des tas de mesures qui sont un peu aléatoires. Et ça s'appelle un philosophe chez Nadia. Là. Non, mais vous n'avez pas honte. Nadia, tu n'as pas honte de Alain, là? Il a bien fait de ne pas venir, l'autre. Hein, parce que là, je vais le détruire. Hein. Donc, ce qui se passe. Alors, les philosophes, ils ont merdé pendant le dernier siècle et avant même. Les philosophes ont été complètement nuls sur cette histoire-là. Alors, je vous donne un exemple d'un philosophe. Là. Il y en a un qui fait tous les plateaux. Là. Il s'appelle Étienne Klein. Alors, il est reçu à France Culture, partout. Il fait des vidéos partout. Il a lu tous les livres de philosophie. Il cite tout le monde. Mais alors, pas un mot sur Pythagore. Alors, quand il raconte ça, j'ai vu un peu son historique. Il dit, ouais, il y a un livre qui m'a beaucoup épaté. Hein. C'est le livre de Bernard d'Espagna. Alors, c'est vrai que Bernard d'Espagna, c'est un physicien à Orsay. Hein, et lui, il avait fait un bouquin dans lequel il disait le pythagorisme revient. Et malgré ça, hein, alors ça, c'est vraiment on montre. Ça voit bien que Klein, il est complètement irrationnel. Il a admiré d'Espagna, mais alors pas un mot sur Pythagore. Personne n'a compris que la leçon de la mécanique quantique, c'est le retour au pythagorisme, tout simplement, parce que les nombres entiers apparaissent. Voilà. Alors donc c'est ce qu'a dit Poincaré, 11 au Congrès Solvay, et personne n'a écouté. Voilà. Alors ils ont tous suivi Einstein parce qu'ils ont voulu faire du formalisme. C'est-à-dire, ils ont suivi, alors il y avait, la mathématique s'est décomposée en deux clans, il y avait les intuitionnistes de Poincaré et les formalismes de Hilbert. Et tout le monde s'est précipité à faire des équations, ils manipulent toujours des équations sans comprendre ce qu'il y a derrière. Par exemple, l'équation de Schrödinger, là, en mécanique quantique, personne ne voit que c'est la manifestation des ondes. Schrödinger a insisté sur l'aspect ondulatoire qui accompagne la matière. Et comme je vous dis, simplement, il n'a pas compris, Schrödinger n'a pas compris, la matière était désintégrée et réintégrée en permanence. D'où l'antimatière était là. C'est-à-dire, la matière, c'est une vibration matière-antimatière, tout simplement. Ils ont cherché l'antimatière pendant tout le siècle. Mais où qu'on va, là-haut? Donc, autrement dit, c'est la grosse cata, c'est la bérésina, je peux vous dire. Hein. Parce que là, avec l'article qui va sortir dans le journal de mathématiques, là, alors là, on peut accuser tous les chercheurs actuels du siècle. C'est pour ça que je m'adressais à Tasso en lui disant, il ne faut pas que l'Église se mette dans le mauvais côté du combat, là. Donc, Tasso, est-ce que tu es prêt à aller voir le pape? Est-ce que tu peux aller au Vatican? Est-ce que tu es prêt? On va te déléguer au Vatican et tu vas dire, monsieur le pape, hein, il a failli à sa mission. Hein, vous êtes corrompu avec des matérialistes formalistes et vous avez négligé l'aspect du nombre. Donc, et là, c'est justement là, tu as donné les arguments. Tu m'as dit que le nombre était dans la Bible et tout, qu'ils avaient annoncé. Pourquoi vous avez oublié cette maudite tradition? Ou plutôt bénite tradition? Il fallait rester là-dedans. Alors, je vous explique. Quelle est la raison fondamentale? La raison fondamentale, c'est qu'un philosophe qui cherche la vérité, tout de suite, il doit voir que la vérité, ça ne peut être que basé que sur des nombres entiers. Il n'y a pas d'autre cas. Donc, autrement, alors maintenant, les physiciens, qu'est-ce qu'ils font? Les physiciens raisonnent toujours. Comment on peut définir, si vous voulez, les lois physiques? Ce qui est caractéristique dans la physique, c'est la permanence. Et la permanence, c'est ce qu'on appelle une loi de conservation. Vous avez entendu parler de la conservation de l'énergie. Vous savez ce que c'est la conservation de l'énergie? C'est une entité bizarre qui se conserve. Hein? Alors, qu'ont fait les formalistes? Les formalistes ont associé ça à des symétries bizarres dans des espaces complexes. Mais qu'est-ce que moi je dis là? Mais non, quand il y a conservation, ça veut dire qu'il y a calcul. Donc toute la physique,
toutes les lois de la physique sont basées directement sur des calculs, donc des nombres entiers. Parce qu'on ne peut pas calculer, à l'autre Jacques, là, on a un informaticien, quand on essaye de calculer avec des nombres dits réels, ça ne marche pas. Hein. On est toujours obligé d'utiliser des entiers. Donc, quand on parle de calcul, on est obligé de parler de nombres entiers. Donc, autrement dit, le pythagorisme était une nécessité empirique, enfin pas empirique, une nécessité ontologique dès le début. Francis, est-ce que je peux poser une question? Une question, vas-y. Oui, alors, tu as parlé d'Étienne Klein et de tous ces scientifiques quand même qui sont des scientifiques de très haut vol quand même. Hein. C'est pas des minus. Non, c'est pas dit. Non, Étienne Klein, alors, il l'a dit lui-même, moi je ne suis pas un chercheur, il n'a rien découvert. C'est un répétiteur. Mais Francis, écoute ma question avant de répondre. Voilà. Donc, ma question est la suivante, c'est pourquoi finalement des physiciens de très haut vol, des mathématiciens n'ont pas, disons, l'intérêt que tu as, toi, pour le en fait, quels sont leurs arguments qu'est-ce qu'ils disent finalement par rapport au pythagoricisme? Je ne sais pas si on pythagorisme. Enfin, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent c'est de la numérologie. Voilà ce qu'ils disent. Ils sont en méprise. Hein. Voilà. Moi, quand j'ai présenté mon calcul que j'ai fait en 3 minutes, j'ai calculé le rayon de l'univers en 3 minutes. Hein. Je vous le rappelle. Hein. En appliquant la méthode de la physique. Alors, ils disent que c'est de la numérologie. Hein. Oui, voilà. C'est numérologie, on n'a pas le droit de faire ça. Alors, le seul qui m'a écouté, c'est le fameux. Parce qu'Orsay, personne ne m'a écouté. Mais le seul qui m'a écouté, c'est Michel Grossman. Là. Bon, il n'a pas pu se brancher parce qu'il a un ordinateur à la pomme. Là. Il ne marche pas. Bon, bref. Donc, Michel Grossman, je lui ai parlé une fois, je lui ai montré, il a été convaincu. Il est venu de Strasbourg à une conférence là qu'on a fait à Paris 5. Il est arrivé à l'heure et tout ça. Et puis, là, depuis, je l'ai accepté dans nos équipes. Hein. Il est maintenant co-auteur de l'article, hein, Michel Grossman. Hein. Donc, c'est le seul, parmi tous les universitaires, il n'y en a qu'un seul qui a pris au sérieux un calcul qui donne le rayon de l'univers. Hein, et à mieux que le pourcent. Hein, alors que les mesures qu'ils font actuellement sont à plusieurs pourcents dans l'erreur, là, en ce qui concerne le rayon de Hubble. Hein. L'affaire, elle est très grave. C'est que n'importe quel écolier, n'importe quel imbécile d'écolier, s'il applique les méthodes de la science normale, hein, les méthodes basiques, ce qu'on appelle le mélange des constantes universelles, parce que ce qui est important, c'est les constantes universelles, parce que c'est ce qui ne varie pas. Hein. Donc, il faut les mélanger et on calcule le demi-rayon de Hubble. Voilà. Alors là, on dirait que vous vivez dans une autre planète. Hein. Francis, j'aimerais donner la parole à d'autres personnes qui sont parmi nous hein, et qu'on n'a pas entendu. Ouais, il y avait tout à l'heure Christian Marchal, mais je crois qu'il est parti, hein, je ne le vois plus. Hein il a dû ou avoir un problème de connexion. Moi, j'en ai eu un tout à l'heure, donc je ne te voyais plus quand j'étais dans ma voiture. Il parle pas l'autre Jacques. Là. Alors, je vais donner la parole à Madame Vézère si elle a quelque chose à nous dire, et puis ensuite à Dominique et à Jacques. Allez. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire, Madame Vézère? Oui, vous m'entendez? Oui, on entend bien. Voilà. Vous m'entendez? Oui, bon, oui. Alors, je suis très intéressée par ce que fait Francis, mais ce n'était pas, et ce n'est pas mon domaine où j'ai quelques compétences. Moi, j'ai fait des mathématiques d'autrefois. Je suis passée aux statistiques très intéressantes et grâce à Dominique Végel, j'ai fait de la cristallographie. Et ce qui m'intéresse en cristallographie, c'est bien sûr, on travaille en nombre entier, c'est de trouver le groupe de symétrie d'un polygone, tout le monde le connaît, d'un polyèdre, de tous les polytopes, éventuellement dans un espace de dimension quelconque, dimension en nombre entier. Hein. Je ne travaille pas avec les fractales, les dimensions non entières, non. Et c'est de trouver un symbole pour tous nos groupes cristallographiques de dimension 4, on l'a fait, dimension 5, on l'a fait, et on se lance en dimension 6. Ces symboles rappelant les symboles d'Hermann-Mauguin pour les cristaux, de Schoenflies pour les molécules. Alors, je suis d'accord
à peu près avec ce que dit Francis. Ce pauvre Pythagore, il doit se retourner dans sa tombe s'il a eu une tombe. Bon, moi, Pythagore, c'était la relation de Pythagore. Vous voyez mes connaissances de Pythagore. Mais il n'empêche que je suis très intéressée, mais je trouve, on le dit toujours à Francis, il a toujours l'air de s'énerver et de parler fort. Pourquoi? Parce que l'heure est grave, René. L'heure est grave. C'est l'effondrement de tout. Non, mais René, là, attention. René, elle est mathématicienne, mais elle est dans un domaine bien fermé. Mais par contre, si René parle des théories des groupes, je lui signale qu'on a fait la relation dans l'article avec le groupe de symétrie. Oui, mais donc, nous, on ne l'avait pas vu pour une bonne raison qu'on ne la cherchait pas. Comme je vous l'ai dit, dès qu'on a trouvé, il y a très longtemps, une formule qui vous permet de trouver l'ordre du groupe de symétrie de n'importe quel polytope, si vous savez le définir géométriquement quand même. Et ce qui nous intéressait, c'est pourquoi c'est un groupe, par exemple, pour l'hypercube d'ordre 384, quels sont les éléments? Voilà ce qui nous intéressait. Et Francis, dès qu'il a vu un article, il y a encore une erreur dans la publication, c'est 1994 et pas 92, enfin peu importe. Quand il a vu cette publication, tout de suite, il a trouvé des relations entre les nombres. Moi, j'en suis épatée. On les a pas cherchés, donc pas trouvés. Mais non, mais attends, je réponds. Alors, est-ce que je peux répondre? Oui, mais j'aimerais bien qu'elle aille jusqu'au bout un petit peu. Alors, laissez-la terminer. Donc, je réponds. Tu ne pouvais pas trouver René parce que tu ignorais ce que c'est que le 137. Il y a un nombre clé en physique. C'est un nombre qui apparaît dans mes numéros de carte bancaire. Bon, par hasard. Bon, voilà l'accusation que je porte. Regardez, les physiciens, quand même un peu éclairés, savaient que le 137 n'était pas normal. Ils savaient ça. Il y a Paoli jusqu'à son lit de mort, il s'est demandé mais d'où sort ce 137? Parce qu'il apparaît directement dans la physique théorique. Mais comme René, elle a fait des études de normalienne, dans l'étude des normaliennes, on ne parle pas des nombres entiers. C'est interdit. J'ai passé le certificat théorie des groupes. Alors là, on en parle. Oui, mais on t'a pas parlé du 137. Est-ce qu'on t'a parlé du 137? Ah non. Ah ben voilà. Peut-être qu'on en a parlé, mais ça ne m'a pas frappé. Vous êtes témoin. Alors, tout le monde est témoin que René, normalienne de haut niveau, n'a jamais entendu parler du 137. Alors que tous les physiciens de haut niveau des années 30 se cassaient la tête de savoir d'où sortait ce nombre 137. Oui, mais nous, on avait d'autres... Mais non, mais c'est grave, ça veut dire que votre enseignement, René, ton enseignement a été foireux, surtout en physique. Voilà. Je suis désolé de te le dire. Elle était à l'école centrale, c'est pas où, l'école normale, là. C'est pas chez moi. Non, mais. Donc, c'est pas de ma faute, mais on t'a complètement déformé. Parce que moi, quand j'ai vu vos nombres, là, alors ce qui s'est passé, je l'explique à tout le monde et en particulier à notre ami Nadia. Hein, quand j'ai vu leurs calculs qu'ils ont fait là sur les cristaux, j'ai regardé les nombres en dimension 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce que j'ai vu dans la dimension 6? J'ai trouvé le 78. Il y a 78 polynômes dont les racines sont sur le cercle unité. Donc, ça s'appelle les symétries dans les cristaux d'ordre 6. C'est 78, il y en a 78. Je n'ai pas compris comment ils ont fait. Hein. Et ils ont des raisonnements foireux, complètement compliqués. Ils n'ont pas été foutus de m'expliquer comment ils ont fait. Et moi, j'ai retenu que 78, il est bizarre. Voilà. Bon. Et alors après, ils ont calculé parmi les 78 le nombre de symétries positives. Ils ont trouvé le 59. Le 59, il est bizarre aussi. Mais 78 pour 59, ça fait 137. Et ils n'ont pas compris, ça, ils n'ont pas vu. Mais le nombre 137 ne nous posait aucun problème, aucune question. Et justement, on avait les 59 symétries positives, on en avait des négatives. Enfin, on est arrivé très loin, mais 59 ou 78,
On ne voyait pas une propriété particulière. Ah ben si, ben fallait. Pourquoi? Parce que 78, c'est la somme des 9 premiers nombres premiers. Mais oui, mais ça, tout ça d'accord, mais nous, on était obsédés par trouver des symboles qui ressemblent à ceux d'Hermann Mauguin, comme je l'ai dit, pour les 955 groupes de symétrie cristallographique dans l'espace de dimension 5. Donc et maintenant, on s'est lancé dans 6, mais malheureusement, oui, mais attends. Je suis toute seule avec Dominique Végel qui… Bon, d'accord. Alors, je ne finirai pas. Non, mais attends, René, je comprends rien à ce que vous faites parce que vous n'êtes pas clair. Mais ce que vous n'avez pas… On pourrait te renvoyer la même chose. Hein. Non, par contre, je sais ce que vous n'avez pas fait. Non, écoute, je sais ce que vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas essayé de relier ces nombres-là à la théorie des nombres. Il fallait prendre la série des nombres. On l'a rattaché à la cristallographie. Eh bien, il fallait regarder la théorie des nombres de manière plus générale. Et ça, vous ne l'avez pas fait. On l'a rattaché aux phases incommensurables, aux quasi-cristaux et tout. On avait un but. Non, la somme des nombres premiers, c'est quelque chose de fondamental. Et le 9e, c'est 78. Et le 8e, c'est 59. Si je n'avais pas rencontré Dominique Végel, j'aurais peut-être fait des mathématiques dans un autre domaine, avec Monsieur Lamoureux, par exemple. J'aurais peut-être coupé des cheveux en 4 ou en 18, je ne sais pas. Mais c'est le hasard qui m'a fait… c'est plutôt grâce à mon mari qui travaillait avec Dominique, et puis qui a dit, écoute, ça serait mieux pour toi, René, et hop, vas-y. Oui, bon, et je me suis lancée dans la cristallo en 1980. Je n'avais pas fait un morceau, un poil avant. D'accord. Bon, bref, peu importe. Bon. Non, mais je veux expliquer pourquoi on n'a pas été obsédé par le 137, par le 59, par le 78. Parce que le 137, figure-toi que moi, qu'est-ce que j'ai fait, moi, petit Francis, hein, j'ai ajouté la somme des inverses pour moi. Hein, et je comprends. Dans la série harmonique, le 137, il sort tout de suite. Dans la série la plus célèbre de l'histoire des sciences. Hein. Mais je comprends ton point de vue, je comprends tout. Je comprends tout, mais je veux t'expliquer simplement pourquoi on n'a pas fait ces calculs, on a fait autre chose. Bon, alors je m'adresse à… Attends, alors je vais m'adresser, excuse-moi… Francis, Nadia, est-ce que tu peux demander à Jacques de rappeler ce que c'est que l'hypothèse de Riemann? D'accord. Bon, écoute, je vais demander à Jacques. Jacques, est-ce que tu veux prendre la parole? Oui, mais pas pour ça, parce que je ne connais pas l'hypothèse de Riemann. Je ne sais pas si je peux intervenir sur autre chose. Oui, vas-y. Alors, la question que je me pose, on t'écoute. Francis opposait intuitionnisme et formalisme. Alors ma question c'est, est-ce qu'il n'y a pas un formalisme intuitionniste? Parce que j'avais lu que l'intuitionnisme, ça serait en gros la logique classique sans le tiers exclu. Alors si on prend tout le formalisme de la logique classique et qu'on enlève l'axiome du tiers exclu, est-ce que ça ne donne pas un formalisme intuitionniste? Bon, alors, je réponds à ça. Bon, tout ça, c'est des verbiages, hein, tout ça, c'est de la logique pompeuse qui n'est pas importante. Ce qui est important, c'est voir quelles sont les lois de la physique, comment ça marche avec les lois de conservation, c'est donc du calcul, ça veut dire que la théorie des nombres doit être à la base de la physique, tout simplement. Donc la théorie des nombres, je vous dis, on l'a raccordée avec la cristallographie de René. Et en étendant la relation, on a tout de suite la relation avec le 1839, qui est, je vous signale, c'est la masse atomique du bicodon d'ADN. Alors je vous signale que donc on a raccordé, tenez-vous bien, on vient de raccorder l'ADN avec la théorie des nombres. Voilà. Donc ça, c'est un résultat très important qui sort dans l'article qui va être publié incessamment. Et donc, on rétablit le fait que la théorie des nombres est à la base de la physique et donc de la biologie, parce que maintenant, on atteint la biologie. On frappe directement dans la biologie, et ça explique que l'origine, et donc on en déduit. Alors, il y a deux choses. D'abord, on en déduit que la vie est universelle dans le cosmos. C'est pas la peine d'aller regarder à droite à gauche les planètes habitées ou pas. Hein. On le sait maintenant avec cet article.
Et deuxièmement, figurez-vous que les relations musicales avec les nombres entiers, tout ça, on les a reliées aussi avec les constantes de la physique. Autrement dit, le cosmos est comme le cerveau d'abord. Le cerveau humain, je vous signale que c'est un calculateur multibase. Tu vois ? L'ordinateur est un calculateur monobase avec la base 2, et le cerveau humain, je vous signale, utilise les bases 2, 3 et 5. Ça, on le sait dans la musique. Parce que c'est toujours des rapports de 2 et 3, 5 quarts, etc., qui donnent des rapports musicaux classiques. Mais qu'est-ce qu'on a démontré dans l'article? Il y a une quatrième base, c'est la base 7. Donc, autrement dit, le cosmos travaille avec 4 bases. Ça a été démontré. Et donc, on peut envisager que le subconscient humain, à mon avis, devrait utiliser la base 7. Donc, il y a une prédiction sur la neuroscience. La neuroscience doit utiliser aussi la base 7. Ça, c'est une prédiction qu'on fait. Mais on en déduit du fait que le cosmos apparaît comme musical, ce qui rejoint justement les prophéties de Pythagore. Hein, et Pythagore qui avait trouvé les relations entre les nombres entiers et la musique. Et là, il avait été très fort. Donc maintenant, on confirme cet aspect musical du cosmos en l'étendant, ce qui veut dire que non seulement la vie ADN est universelle, mais l'intelligence aussi, l'intelligence musicale est universelle dans le monde, dans le cosmos. C'est même pas la peine d'envoyer des fusées à droite et à gauche. Par cet article-là, maintenant, on a démontré que la vie intelligente est universelle. Donc, entre parenthèses, ça donne du poids à tous ceux qui observent des soucoupes volantes et tout ça. Hein. Alors, ceux-là aussi sont ostracisés. Hein. Ah, ils n'aiment pas ça. Hein. Les scientifiques sérieux n'aiment pas, enfin sérieux, soi-disant sérieux, pour moi, c'est des gens qui ne sont pas sérieux. Ils n'aiment pas qu'on observe des objets volants non identifiés. Hein. Ça, ils n'ont pas aimé. Mais moi, j'affirme qu'il y a des extraterrestres qui viennent nous voir, mais ils ne restent pas parce qu'ils sont horrifiés par ce qu'ils voient. Quand ils voient notre société, c'est une honte. Vous savez que vous êtes dans une honte. Hein. Vous êtes honteux, là. Vous admirez tous un soi-disant Einstein, un soi-disant génie, qui est un copieur fini, qui a rencontré que des conneries. À un moment donné, vous savez ce qu'il a sorti, l'autre Einstein, là? Il a sorti, le plus incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, donc, je donne la parole à Nadia, là. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase stupide, là? Alors, on te l'a sorti déjà, cette phrase-là. Hein? On t'entend pas? Oui, écoute, j'en sais rien, je ne sais pas quoi dire là-dessus. Soi-disant, t'es philosophe, tu n'as qu'à réfléchir. Si le monde est incompréhensible, on ne peut pas le comprendre alors. Oui, mais il y a une espèce d'arrogance aussi à dire des choses. C'est une connerie. C'est une connerie. Il y a peut-être des choses qui nous échappent aussi, hein. On ne peut pas tout savoir. Autour du pot, là, on a la preuve qu'Einstein était un abruti fini, là. J'aimerais bien, Francis, donner la parole à quelqu'un qui s'est connecté, mais oui, alors c'est Philo, je ne sais pas qui c'est à côté. Est-ce qu'il m'entend? Je ne sais pas. Cette personne qui s'appelle Philo Gister, vous voyez là, je ne sais pas qui c'est. Apparemment, voilà, c'est quelqu'un qui vient de se connecter, mais on ne sait pas. Est-ce que Jacques, tu sais qui est cette personne? Jacques? Eh ben non, je ne sais pas qui c'est. Tu as donné l'autorisation à beaucoup de gens Ah, voilà. C'est qui? Ah, voilà. C'est moi. C'est qui? Salut tout le monde. Salut. Alors, comment vas-tu? Oui, très bien, je te remercie. Tu peux nous présenter? C'est qui? Bah, il va se présenter tout seul, hein, il est grand pour le faire. C'est un grand. C'est un grand. C'est un ami de Jacques et de Nadia qui se sont connus dans des cafés philo, dans des cafés sciences. Voilà. Et quelle est votre discipline? Quelle est votre compétence dans tous ces domaines? Oh, la même que celle de Nadia. Voilà. On s'intéresse plutôt à la philosophie, mais aussi aux sciences, hein, mais bon. On demande je ne suis pas un expert. Demandez ce qu'il prend de la phrase d'Einstein. Alors justement, la phrase d'Einstein, il faudrait préciser
Qu'est-ce que vous trouvez idiot dans ce qu'il a dit? Ben parce que si on dit le fait que le monde soit compréhensible est incompréhensible, ben comment dirais-je, une contradiction. Si le monde est compréhensible, c'est normal qu'il est donc compréhensible, qu'il soit compréhensible. Mais enfin, il y a un problème de logique chez les gens là-haut. C'est pas la peine de faire de la philosophie. Ouais, non, mais... C'est pas la peine de faire de la philosophie de haut niveau. Si vous n'êtes même pas capable de voir qu'une phrase ne tient pas debout. Oh, dis donc, il faut que tu surveilles un peu ton équipe, là, franchement. Hein. Non, mais en fait... Et attendez, alors bon, ça c'est un Tout ne se résout pas à une formule mathématique, Francis. Hein. Je veux dire, le plus incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. Moi, ça me parle, je veux dire. Non, justement, non. Quand on fait de la science, on admet que le monde est compréhensible. Sinon, on ne fait pas de science, on va à la pêche. Voilà. C'est pas la peine. Non, parce que Einstein, il a raté tout son lycée, il était nul. Hein, il n'a pas eu son bac, il a été à l'université comme ça sans bac, bon bref, il a copié tout le monde, après il a copié sur Poincaré, il est devenu soi-disant célèbre, mais alors attention, l'autre fois, là, Alain, là, il s'est vanté que Einstein a eu le prix Nobel pour le photon baladeur, c'est ça qui a foutu tout par terre, hein. Parce que le photon ne se balade pas, le photon apparaît à la détection. Il se propage par une onde, c'est-à-dire il est cosmique, et après le cosmique rejoint l'atomique, hein. Il y a une belle subtilité, c'est une grande beauté d'ailleurs, hein. C'est magnifique. Mais alors, personne n'a rien compris pendant tout un siècle. Alors, ils se sont tous emmêlés dans le dualisme onde-corpuscule, qu'ils disent, mais ils comprennent rien. Ils n'ont pas vu qu'il y a toujours une évolution cosmique ondulatoire et une perception atomique locale. Et alors en plus, le pauvre Einstein, il a sorti la vitesse limite C, alors là, la grosse connerie du siècle, de limiter la vitesse C. Alors la vitesse C, je vous rappelle, hein, quand ils ont envoyé des satellites sur Pluton, ben, ils attendaient 8 heures le signal de retour. Hein. 4 heures pour aller là-bas, 4 heures pour revenir. Ah ben, vous avez le temps de faire une bonne sieste. Hein. Alors, concrètement, Francis, donc toutes tes découvertes, finalement, elles vont nous mener à quoi, vers quoi, à la révolution. Qu'est-ce que tu vois à l'horizon, en fait? Alors, je vois la révolution, un effondrement total de la science actuelle, hein, c'est clair. Hein. Alors, avec l'affaire Raoult et les autres, ça commence des petits, mais c'est rien à côté du bouleversement, là. Là, c'est la Bérésina, hein. C'est le cataclysme culturel, et y compris les philosophes. Tous les philosophes à la con, la Bachelard et tout ça, Kant et tout ça, n'ont rien compris. Hein. Ils n'ont même pas compris ce que c'est que la vérité. La vérité, c'est les nombres. Et puis c'est tout. C'est la seule vérité acceptable. 2 plus 3 égale 5. Voilà, c'est pour ça que j'avais demandé à Tasso. On peut donner la parole à Tasso quand même. Non, mais la question de l'application, la question de l'application de toutes tes découvertes, hein. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est énorme. Hein. C'est-à-dire, vas-y. Ça va être la transdématérialisation, puisque j'ai démontré que la matière s'intègre et se désintègre en permanence. Et Moi, je trouve ça passionnant. Je trouve ça passionnant que la matière se désintègre et se réintègre à tout moment sans qu'on s'en rende compte. Hein. C'est ça l'idée. Hein. C'est qu'en fait, on ne se rend compte de rien, mais c'est quelque chose qui, quand on bouge, dès qu'on est en mouvement, tu disparais. Dans le fond, voilà. Donc, par exemple, par exemple, moi, quand j'étais plus jeune, je sais pas, j'avais 13 ou 14 ans, je me disais toujours, ça doit être formidable de se téléporter, la téléportation. Est-ce que est-ce qu'on pourra imaginer bien sûr, il y a des soucoupes volantes qui passent, ça veut dire, comme ils viennent de très loin, ils ne peuvent pas utiliser la vitesse de lumière, c'est trop lent. Donc ils se téléportent, ça se voit. Attends, il y a des observations, ils ont vu des vaisseaux disparaître d'un seul coup comme des fusées. Ils ont la téléportation. Donc la téléportation, ça existe. Ça existe. Extraordinaire. Mais là, dans les technologies actuelles, vu dans l'état où ils sont incapables même d'imaginer ça. On est dans. Quand même, moi j'ai entendu il y a à peu près une trentaine d'années des chercheurs qui s'intéressaient à la téléportation. Alors je me disais, tiens, à 14 ou 15 ans, je pensais à ça. Ça me semblait être de la science-fiction, mais aujourd'hui, à ce moment-là,
je m'étais dit, tiens, il y a des gens qui s'intéressent à ça. Voilà. Donc, toi, tu nous dis que oui, c'est ce qui va se passer en fait. Oui, ça va ouvrir la porte des étoiles, parce que sinon, on ne peut pas imaginer des voyages vers les étoiles. Autrement dit, le ciel nous a gratifié de multitudes d'étoiles. À chaque fois qu'on les regarde, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe par là? Eh bien, ça donnera les moyens d'y aller. Et alors, justement, dans les progrès de la société, les gens, ils vont avoir à un moment donné, ils vont s'ennuyer, ils vont dire, il y en a marre d'aller à Tahiti, toujours pareil, il y a plein de monde. Ils vont dire, tiens, mais je vais aller faire un tour dans une autre étoile. Et ça, c'est l'avenir. Mais c'est ce que font les extraterrestres quand ils viennent là. Pourquoi il n'y a pas seulement peut-être des extraterrestres, parce que moi, je repense à en fait, un témoignage intéressant d'une biologiste qui s'intéressait au cas d'un jeune homme qui racontait qu'il était capable de se déplacer, je veux dire par l'esprit. C'était pas. Il disait que son corps pouvait rester dans un endroit et son esprit, enfin je sais pas si son esprit ou autre chose. C'est la fin. En dehors de la téléportation. Excuse-moi de t'interroger. De t'interroger encore en dehors de la téléportation, parce que moi ça joue à ce truc-là, là. Mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore d'autre comme grande révolution par rapport à tout ce que tu dis là? C'est-à-dire qu'on va comprendre. On fait l'unification de toutes les sciences. Bon, ça c'est formidable, ça c'est Pythagore. En biologie, on va comprendre comment ça marche. Enfin. Tu suis pas, toi, t'as du mal. Hein. Alors, quand il dit que l'âme est un nombre, parce que c'est ce que dit Pythagore, hein, l'âme est un nombre. Il a raison. Chacun d'entre nous est défini par une fréquence. On a une fréquence. Comme la radio. La radio, comme tu sais, quand tu déplaces ton bouton, tu te mets une fréquence à l'autre. Eh bien, chacun d'entre nous est défini par un nombre. Voilà. D'accord. C'est un grand nombre. Hein. Alors, il se trouve qu'il y a beaucoup de nombres qui sont foireux. Ce qui se passe, la majorité des gens n'ont pas d'intuition. Le truc, c'est que la majorité des gens n'ont pas d'intuition. C'est pour ça que Pythagore, il sélectionnait ses adeptes, rien qu'au physique. Hein. Quand il voyait qu'un gars, il était mal foutu, il dit, bon, toi, tu dégages. Parce que le physique, il dit, non, allez, ris pas, non. Mais c'était pas exactement comme ça que ça se passait, hein. Oui. Parce qu'en réalité, ça prenait quand même beaucoup de temps. Parfois 3 ou 4 ans avant qu'il puisse obtenir l'enseignement. Enfin, oui, voilà. Toi, tu as lu le que sais-je. Je t'ai dit non, mais c'est pas que le que sais-je, j'ai lu plein d'autres choses que le que sais-je. Est-ce que tu as lu le bouquin de Pierre Breno? T'as pas lu là, le dossier Pythagore du chamanisme à la mécanique quantique? Voilà, il y en a un qui a compris un petit peu. La mécanique quantique, c'est le message de Pythagore, tout simplement. Les nombres entiers, enfin, c'est clair. Ouais, c'est peut-être clair pour toi, mais ça n'est pas pour les personnes comme moi qui n'ont pas les mêmes capacités intellectuelles ou je sais pas quoi. Enfin. Non, mais attends, qu'est-ce qu'il y a de sorcier à dire que les nombres entiers sont revenus en mécanique quantique? C'est l'évidence la plus évidente. C'est clair. Simplement, les gens n'ont pas admis ça parce que il y avait l'école de Hilbert et compagnie. Hein, ils ont voulu rester dans le continuum. Alors, il n'y a plus de continuum, il n'y a plus d'infini déjà. Hein. Bon, il n'y a plus d'infini, il n'y a plus de continuum. Il n'y a plus que des calculs et l'ordinateur ne peut faire des calculs qu'avec des nombres entiers. C'est pas Jacques qui va me contredire. Bon, donne la parole à Jacques là-dessus, là, sur l'avenir de l'informatique. Ah oui, parce que ça va révolutionner. Oui, alors ça m'intéresse aussi parce que j'ai vu qu'on aurait bientôt des ordinateurs quantiques. Oui, alors ça c'est une autre question, mais sur les entiers, je confirme, même quand on fait des calculs sur des réels, en fait, c'est pas vraiment des réels, c'est des entiers qui représentent des réels. Voilà, ouais. Tu vois, même Jacques, il admet. Oui. Donc Jacques est d'accord avec moi, si le cosmos est un calculateur, il est obligé de tout quantifier. Oui. Voilà, tu vois, Bon, est-ce qu'il y a d'autres... donne la parole à quelqu'un d'autre, Nadia. Est-ce que Dominique, tu veux prendre la parole? Oui, allez, Dominique, vas-y, dis-nous quelque chose. Dominique, il est... Te laisse pas impressionner par Francis. Non, mais non, t'es embêté. Parce que... Non, mais je suis pas... non, je crois que ce basculement
cette idée que la physique avance dans une certaine direction pendant un certain temps, et puis à un moment donné, ça patauge et on repart dans une autre direction. Et ça a été, à la limite, c'est presque annoncé, puisque Eddington, qui justement, lui connaissait bien et la relativité et la mécanique quantique, hein, il s'intéressait au nombre, hein, mais il a dit la physique fera un grand progrès lorsqu'elle pourra rejoindre le sens commun. Ah voilà. Non, ce qui est déroutant dans la physique moderne, c'est que le sens commun ne s'y retrouve pas. Voilà, ben oui, mais sauf voir des jumeaux qui vieillissent l'un plus vite que l'autre, etc. Enfin, alors évidemment, on peut dire que c'est des paradoxes qui s'expliquent par les équations, mais ça. Non, ça s'explique aussi. Attendez, ça je vais expliquer ça, le paradoxe du jumeau, je vais vous expliquer. Ça s'explique aussi justement par la désintégration oscillatoire. Ah, pourquoi? Parce que je vous explique. Bon, le fait de dire tout est relatif, ça c'est une grosse connerie. En fait, tout est absolu, déjà. Bon, donc tout faux. Bon, alors, la relativité disparaît, ne s'applique pas à l'univers. Les galaxies qui nous fuient, elles atteignent la vitesse C, soi-disant qu'on n'a pas le droit, et elles dépassent, et elles sortent de l'horizon. Donc, la relativité, attention, théorie, donc on a dit, à base d'équations différentielles, théorie locale. La relativité, les deux relativités restreinte et générale ne s'appliquent qu'au niveau local, pas au niveau cosmique. C'est ça qu'il faut comprendre. Et l'autre fois, je vous ai dit, le principe du cosmos, ça explique tout. Donc, le cosmos est absolu. Je donne un exemple. Si vous fermez les yeux une seconde, ben vous avez fait 600 km dans la direction d'une constellation, je ne me rappelle plus. Bref. Autrement dit, on connaît notre vitesse absolue, ça y est. Donc, on connaît quel est le référentiel absolu. Voilà. Et le référentiel absolu, je vous signale, alors là, c'est encore une énormité, là, hein, de la science actuelle. Ils ont observé le fond de rayonnement du ciel. Au lieu de dire, ah ben voilà, ça y est, on voit le référentiel absolu du cosmos, on voit le cosmos en direct, au lieu de dire ça, ils ont dit, ah ben c'est la trace du Big Bang refroidi. Vous voyez le niveau? En plus, qu'ils avaient prévu une température de 30 Kelvin, hein, et ça correspond à 3, il y avait un facteur 10. Et comme l'énergie associée, c'est la puissance 4 de la température, il y avait une erreur de 10 puissance 4. Malgré ça, ils ont dit, c'est la trace du Big Bang, et dans la première page du New York Times, là, le Big Bang est confirmé. Alors à partir de là, tout le monde s'est enfilé là-dedans, à cause d'un titre d'un journal. Mais coucou que vous êtes là. Non, mais ce que voulait dire Dominique, enfin ce que j'ai cru comprendre de ce que voulait dire Dominique, c'est que si on use du bon sens pour essayer d'expliquer les choses, bien souvent la science va, disons, à l'encontre, je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut utiliser, mais en disant qu'elle dit le contraire du bon sens. Hein. C'est ça l'idée. Hein, c'est ça, oui. C'est-à-dire qu'il y a un virage, à mon avis, mauvais, qui a été pris au XVIIe siècle, et justement qui se traduit en particulier par le désintérêt vis-à-vis des nombres entiers, et qui se traduit par le fait qu'on a considéré que le monde des modèles théoriques, donc le monde mathématisé en un sens, était plus vrai que le vrai monde. Oui, c'est les mauvaises mathématiques. Oh. C'est-à-dire qu'on a perdu le quantitatif. On a perdu, on a tout misé sur le quantitatif et on a perdu le qualitatif. Et on fait, alors évidemment, philosophiquement, on a géré ça en disant la théorie ne fait qu'un modèle, donc on n'a pas à se préoccuper de savoir si c'est vraiment la réalité, il suffit que ça marche. Hein. Mais je pense que c'est pas la vraie science. Ah non, mais je pense que c'est en ce sens-là que l'idée de revenir à Pythagore, c'est-à-dire l'idée de revenir à l'idée que les nombres sont effectivement pertinents, et pas simplement pertinents parce qu'on fait un modèle qui marche en utilisant des équations, mais parce que la réalité comporte en elle-même
Dans la substance des choses, que le nombre fait partie de la substance des choses. Maintenant, dire que tout dans la substance des choses se réduit au nombre, ça, je ne suis pas d'accord. Non, mais d'accord. Pour moi, le qualitatif, ça échappera toujours au simple. Oui, mais enfin, tu admets quand même. Non, mais tu es prêt à admettre que le cosmos est un calculateur ou pas? Cosmos calcule. Est-ce que ça te plaît ou pas? Parce que là, nous, on démontre ça. Hein. Cosmos calcule. On est à 10-7, attention, on est à 10-7 dans les masses de l'ADN, pureté isotopique. Hein. Oui, mais parce que ce qui me gêne, c'est que tu fais du cosmos un sujet qui pense. Parce que calculer, c'est une opération mentale. Donc ça suppose qu'il y ait un esprit qui pense. Donc, dans la formule, le cosmos calcule, me gêne parce que c'est comme les gens qui disent la nature fait ceci, la nature fait cela, alors que pour moi, la nature, c'est une collection d'êtres, mais la nature n'est pas un sujet, et la nature ne fait rien. Alors, il y a des choses qui se font dans la nature, il y a des lois de la nature, mais par elle-même, la nature n'est pas un sujet. Et donc, je pense que le cosmos, alors tout dépend ce que tu mets derrière le cosmos, mais alors, si tu mets derrière le cosmos, justement, le modèle que tu proposes, c'est plus qu'un modèle, avec le cosmos, le grand cosmos, le rayon de l'univers, bon, voilà. Alors ça, mais moi, je suis prêt à l'accepter en tant que modèle. En tant que modèle. Non, c'est plus qu'un modèle, je te dis. C'est une explication de tout, puisqu'on unifie tout avec la biologie. Oh, alors, je t'explique pour le cerveau, justement. Bon, tu dis que là, le cosmos n'est peut-être pas calculateur. Est-ce que tu admets que le sens musical, c'était un calcul basé sur 3 nombres? Le 2, le 3 et le 5. Est-ce que tu admets ça ou pas? L'impression musicale, l'harmonie, quand tu entends une harmonie entre 2 sons, là, est-ce que tu as réalisé ce que Pythagore a vu il y a déjà 26 siècles, que c'était une relation entre les nombres petits, les petits nombres de 3 et 5. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Là, non, je suis d'accord. Donc, tu es d'accord que le cerveau est un calculateur? Oui, non, avec l'idée que, justement, l'harmonie est régie par des nombres. Oui, mais ça veut dire qu'il y a un calcul inconscient. Je suis d'accord avec toi. Le calcul est inconscient. Est-ce que tu admets cette idée de calcul inconscient de l'âme? Ah, quelqu'un, il a du mal. Hein. Tu as du mal, là, Tasso. Hein. L'inconscient, alors, c'est pas moi qui parle, c'est Euler. Hein. Euler a dit la musique, c'est un calcul inconscient de l'âme. Euler, c'était pas un imbécile. Hein. Alors, il y a plein d'opérations qui sont inconscientes. Même presque tout ce qu'on fait, n'importe quel geste. Et là, d'ailleurs, c'est bien connu que si un pianiste essaye de prendre conscience de ce qu'il est en train de faire avec ses doigts, il va patauger. il arrête, ça marche plus. Il faut que ça soit automatisé pour que ça coule. Bon. Donc, quand tu dis évidemment, les accords harmonieux sont régis par des noms, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, les sons réels, ils ont un grand nombre d'harmoniques. Exact. Ah oui, et donc, il ne suffit pas de dire, alors évidemment, chaque harmonique est régie par les nombres. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on a un ensemble d'harmoniques particuliers régis par des nombres? C'est là où le qualitatif peut s'introduire. Autrement dit, pour moi, l'univers réel, il est toujours au-delà des différents modèles qu'on peut faire, y compris le modèle du cosmos et du grand cosmos. Oui, mais quand on arrive à 10-7 sur les masses isotopiques des ADN, c'est pas normal. 10-7, c'est gagné au loto 5 fois. Oui, non, mais parce que René, elle a calculé les probabilités. Elle. La probabilité pour gagner au loto, c'est 4 10-7. Hein. Ah. Non, mais je suis d'accord. C'est d'autant plus évident que le nombre a à faire avec le vivant que à la limite, toute la biologie moléculaire consiste à analyser le vivant sous forme d'une séquence
reproductibles, de base très très simples, toujours les mêmes, etc. Donc ça se prête au calcul. Voilà, je réponds. Attention, c'est quelque chose de très important que je vais dire. Nadia, t'écoutes bien. Hein. Et les autres aussi. Hein. Les biologistes, ils ont repéré l'ADN, ils ont vu qu'il y avait 4 nucléotides. Ils se mettent par 2, AT et GC. Ils se mettent par 2. Ils n'ont même pas vu que les masses étaient les mêmes, AT et GC. Ils n'ont pas fait le calcul. Ça m'a pris 3 minutes aussi, là. Mais qu'est-ce que vous foutez, là, les biologistes? Et en plus, quand vous prenez les 6 nucléotides, vous obtenez la masse 1839, justement le nombre atomique qu'on retrouve dans les cristaux. Mais qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes comme des zombies là-haut. C'est-à-dire que vous critiquez on a vu que les gens se bagarrent entre eux, les médecins et tout ça, mais là, on a la preuve que les biologistes n'ont pas fait les contrôles les plus évidents. Il fallait voir si les masses atomiques jouaient dans l'ADN. La première chose à voir, c'était ça. Ils l'ont pas fait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voyez Ils n'ont pas trouvé ce qu'ils n'ont pas cherché. Parce qu'ils devaient chercher ça. Quand on m'a dit il y a 4 bases, AT et GC, j'ai dit tiens, est-ce que les masses sont comparables? C'est la première chose qu'on se demande quand on est intelligent. Mais le problème, d'accord. Moi, l'autre, il me disait, il y a l'autre, Michel me dit, c'est quoi, t'es très fort, tout ça. Bon, je dis, moi, je suis naturel. Mais j'ai quand même compris dessus que j'ai un côté intuitif, que les autres n'ont pas. Beaucoup de gens n'ont pas. Hein. Ça, j'ai remarqué. Hein, il y a beaucoup de gens. Et quand j'ai fait le calcul de 3 minutes pour rayon, tu dis que ça a échappé au sens commun. Le sens commun, c'est d'appliquer de combiner les constantes universelles entre elles. C'est la première chose à faire. Mais on faut enlever le C. C'est la première chose à faire parce que le C est trop lent. Ça voit tout de suite que le C est trop lent pour le cosmique. Donc, tu me dis que c'est le sens commun. Si, le sens commun est revenu. Puisqu'en 3 minutes, je te dis, j'ai calculé le demi-rayon de l'univers. Dans 3 minutes, j'étais là avec Oya. Hein, j'avais mon année sabbatique, j'ai dit, je vais reprendre tout. Le premier calcul à faire, alors, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, ça ne m'étonne pas, ils se sont tous plantés. Et maintenant, 30 ans après, non, il y a combien d'années là? Non, il y a il ne faut pas exagérer, il y a 25 ans. 27 ans après, je confirme à 10-7 près que tout est basé sur le bon sens. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui disent le bon sens est violé, tout ça. Non, le bon sens revient au niveau cosmique. Au niveau cosmique, il n'y a pas de relativité. Alors, quand vous avez, si vous voulez, une désintegration-réintégration, si vous vous déplacez par rapport au cosmique, ça va faire varier votre temps local, tout simplement. Tout simplement. Si vous prenez un écran de stylo, bon, je vais tâcher d'être simple pour ne pas que vous avez du mal. Vous savez, les anciens stylos, il y a un seul point qui se baladait. Vous vous rappelez, hein? Les anciens oscillographes, les anciennes télévisions, il y a un seul point qui faisait l'image, je vous signale. Hein? Bon, donc, il y a un point qui balaye tout ça. Si vous mettez votre doigt, le point fixe sur l'écran, vous avez une certaine fréquence, mais si vous bougez, votre fréquence varie, tout simplement. Donc là, la variabilité du temps, c'est un phénomène local dû à cette fameuse oscillation en matière-antimatière, tout simplement. Mais ils n'ont pas vu ça que vous dites sur Einstein, l'autre copieur, là. Il vous a tous mis dedans. Hein. Alors, les philosophes, c'est pas mieux. Alors, il y en a quand même un, Bertrand Russell, un grand philosophe mathématicien. Il avait démontré que 1 plus 1 égale 2 en 180 pages, hein, c'est en douille. 1 plus 1 égale 2 en 180 pages. Voilà. Ça, c'est les logiciens, c'est les théoriciens que là, il connaît ça, Jacques. Bon, bref, dans un livre fondateur de mathématiques. Et il a avoué ensuite, il a dit le plus surprenant dans la physique moderne, c'est son retour au pythagorisme. Il s'en est rendu compte, même lui. C'est pour vous dire. Hein. C'est-à-dire, il a mangé son chapeau et la cravate avec. Hein. Autre andouille. Voilà. Bon, c'est-à-dire, il avait qu'à adopter tout de suite l'aspect de Poincaré qui avait dit il faut tout baser, non plus sur les équations différentielles, parce qu'ils écrivent plein d'équations. Alors j'ai vu l'autre encore, là. Comment il s'appelle le député mathématicien?
Il est pas. Ah oui, Cédric Villani. Villani. Alors Villani, il présente les mathématiques au grand public, il dit il y a des équations. Non, il n'y a pas des équations. Il y a d'abord des raisonnements. Je vais vous donner un raisonnement tout bête qui concerne la symétrie et le calcul. Je vais vous montrer que le concept de symétrie s'adapte au concept de calcul. Si vous voulez additionner la somme de tous les nombres, qu'est-ce que vous faites? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Comment vous faites ça? Vous ne savez pas faire. Mais il faut mettre à l'envers. Il faut mettre la symétrie. Alors, vous mettez le dernier au début, alors toutes les sommes sont pareilles, et vous n'avez plus qu'à multiplier, et vous obtenez tout de suite. C'est-à-dire que c'est ce qui se passait avec Pythagore et la géométrie. Hein. Pythagore, il prenait des figures simples, et l'adaptait aux nombres. C'est ce qu'on appelle les nombres figurés. Il y a les nombres triangulaires, les nombres quadrangulaires, les nombres octogonaux, et il a fait une association entre les nombres et la géométrie sacrée. Et c'est pour ça que Pythagore a introduit le nombre d'or. Parce que le nombre d'or apparaît dans les fameux polygones. Et là où Kepler et Newton sont, pour moi, des vrais pythagoriciens, c'est que eux, ils ont cru au nombre. Hein, voilà. C'est pour ça que c'est ça qui a inspiré Kepler d'abord. Alors, simplement, Kepler, comme je l'ai dit l'autre jour, Kepler n'a pas été assez pythagoricien. Parce que quand il a mesuré la période des planètes et leur distance, il fallait tout de suite comparer le carré de la période au cube de la longueur, puisqu'il y a 3 dimensions dans l'espace. Il a mis 10 ans à trouver ça, c'est la 3e loi. C'était la plus évidente, j'aurais mis 3 minutes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens pour qui tout est nombre, et puis il y en a d'autres pour qui tout est, par exemple, couleur. Je pense, par exemple, à un autiste Asperger, on dit, et qui dit que ce qu'il voit, ce sont des couleurs. C'est-à-dire l'identité d'un individu, pour lui, c'est une couleur. Bon, d'accord, mais c'est des cas particuliers. Ça. C'est des cas particuliers. Non, mais attends, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que... Oui, qu'est-ce que tu disais? Qui c'est qui dit quelque chose? Non, mais moi, c'est moi, ce que je dis. Non, mais c'est tout à fait... ça va tout à fait dans le sens de ce que je disais, c'est que il y a du nombre dans tout, mais le nombre n'est pas la totalité de la chose. Ah bon, mais ça, on va discuter. C'est pour ça que les modèles purement quantitatifs ne peuvent pas épuiser le réel. Bon, Sylvie veut prendre la parole. Bon, vas-y, Sylvie. Attends. Oui, non, je veux dire un mot simplement. C'est vrai que la forme d'autiste Asperger, c'est la forme de Greta Thunberg. C'est ce qu'elle a, elle, Greta Thunberg. Mais je veux simplement dire à Dominique que oui, je suis sensible à moi ce qu'il dit quand il dit bah oui, mais enfin dire que le cosmos calcule, ça veut dire que c'est un sujet, donc c'est une démarche idéaliste qui voudrait dire qu'il y a une conscience qui précède l'opération de calculer. Mais il me semble qu'il peut y avoir aussi des processus sans sujet. Je trouve qu'on peut introduire le mot de processus. Il peut y avoir des processus sans sujet et qui aboutissent à... Et la conscience peut très bien être un sous-produit de la matière. L'intelligence artificielle. Voilà. Autre question, puisque finalement on se réduit à des formules de fréquences. Comment est-ce que Francis compte procéder pour se mettre en phase avec les autres fréquences? Bon, d'abord, tu réponds, vas-y. Je voudrais quand même poser une question, parce qu'elle a parlé de conscience. C'est ça qui m'a frappé dans tes propos, Sylvie. Alors, et tu dis finalement, ça pourrait être un processus et la conscience, ça pourrait être simplement le produit de ce processus, en fait, un sous-produit. Comme ça. Voilà, un des sous-produits. Est-ce que c'est ta vision des choses, Francis, ou est-ce que… Bon, moi, je suis persuadé que chacun d'entre nous est défini par une fréquence, donc un nombre très grand. Mais il y a des bons nombres, il y en a qui sont mauvais. Alors la plupart sont mauvais, parce qu'ils n'ont pas d'intuition. C'est ce qui se passe dans la société. Les gens n'ont pas d'intuition, n'ont pas de sens commun. Voilà. Alors on leur dit, c'est pas la peine, le sens commun, vous ne comprendrez rien. Par exemple, il y a aussi le darwinisme, alors ça c'est l'exemple, c'est encore là. D'après, il est évident avec le sens commun que Darwin est un abruti fini. On peut pas. Si on avait dit ça à Pythagore, il aurait dit quoi? Alors l'évolution se fait avec du hasard. Alors là, franchement. Et la mécanique quantique, l'interprétation actuelle, du hasard aussi. Allez hop, on ne peut rien faire avec le hasard. Si tu arrives dans ta chambre et tu mets n'importe quoi, ça va être le foutoir. Hein. Voilà. Donc,
Alors, il y a l'autre. On a un exemple d'un philosophe biologiste là, qui est complètement idiot. Là. C'est Monod, Jacques Monod. Tout le monde a admiré son bouquin à la con. Là. Le hasard et la nécessité. Vous vous rappelez? Tout le monde a admiré ça. Mais qu'est-ce que c'est que cet abruti là, hein? Alors, il avait dit, il ne peut pas y avoir de molécules d'ADN ou de protéines spontanées. On en a trouvé plein dans le cosmos. On en voit en astrophysique, maintenant, ce qu'on appelle l'astrobiologie, on trouve des acides aminés dans tout l'espace. Hein. Voilà. Alors, Jacques Monod, l'autre, lui, c'est le hasard ou la nécessité. C'est pas ça du tout. Ce qui compte, c'est la nécessité. La physique est nécessaire, les enfants. Et il n'y a qu'un seul univers. Hein. Parce que, avec leur théorie foireuse de formalisme, là, hein, ils arrivent maintenant à la conclusion qu'il y a une infinité d'univers. Il se trouve qu'on est dans le bon. Alors, je vous raconte une anecdote d'Eddington. Justement, Eddington, hein, il avait vu des choses extraordinaires. Eddington était très grand scientifique, mais en plus, il était intuitionniste. Il avait repéré qu'il y avait des nombres, grands nombres dans la cosmologie, qui n'étaient pas normaux. Ah, alors, qu'est-ce que c'était? C'est le rapport entre les rayons de l'univers et la dimension d'un noyau, c'est 10 puissance 40. Bon, vous allez me dire, ouais, bon, oui, mais attention, le rapport des forces gravitationnelles et électriques dans l'atome d'hydrogène, c'est 10 puissance 40 aussi. Bon. Ça, c'est la corrélation des grands nombres. Vous avez entendu parler de ça, hein? Alors, il y a même des abrutis, là, de Princeton et compagnie, là, Robert Dicke et compagnie, hein, qui ont dit, ouais, il y a un principe anthropique derrière, et là, c'est là qu'ils se sont plantés. Il y a des gens qui ont suivi ça comme des marais. Hein. Il y a un gars qui a fait un bouquin là, sur le principe anthropique. Il ne fallait pas. C'est une grosse bêtise qu'il ne fallait pas utiliser l'entropie ici. Ce n'est pas le moment. Il fallait l'utiliser ailleurs. Alors, ce qui s'est passé, c'est ça qu'on oublie de dire souvent, c'est qu'il y a une deuxième corrélation. Le nombre d'atomes dans l'univers visible, c'est à peu près 10 puissance 80. Donc, l'un est la racine de l'autre. D'accord? Ben, racine de 10 puissance 80, c'est 10 puissance 40. Oui, ah non, attends, non, dis pas bien sûr, toi. Pourquoi? Parce que quelle est la loi des grands nombres? Attends. Tu as fait des études, Dominique, scientifiques. Quelle est la loi des grands nombres? Est-ce que tu peux la rappeler à tout le monde? Ah, si tu vas sur la tombe de Boltzmann, il y a une expression, S égale K log de W, c'est l'entropie. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la loi des grands nombres. Demande à Jacques, dis donc, Nadia, t'es où? Toi, t'es encore barré. Attends, est-ce que tu connais? Alors, attends, je demande, puisque toi, tu ne sais pas. Excuse-moi, j'ai une petite urgence aux toilettes. J'espère que tu n'étais pas avec ton chat. Hein. Bon, bref, alors, donc, est-ce que je vais demander à, comment il s'appelle, Jacques, est-ce que tu connais la loi des grands nombres? Oui, bien sûr. Par exemple, si on fait un très grand nombre de tirages à pile ou face, quand le nombre de tirages tend vers l'infini, la proportion de piles tend vers 50%. 50%, oui. C'est pas ça la loi des grands nombres. Quel est l'écart? C'est ce que j'aurais. Non, l'écart de ça, c'est racine de n. Tu connais le racine de n, toi, Jacques? Non, moi je connaissais pas ça comme ça. Moi. Oh, tu vois le niveau? Tout étudiant normalement constitué sait que la loi des grands nombres, c'est la racine carrée du grand nombre. Et Eddington, il n'était pas idiot. Il a dit, tiens, je vais prendre la racine carrée, et il a trouvé la formule directement, ça donne le rayon de l'univers aussi. Voilà. Et là, alors, qu'est-ce qu'ont fait les autres, les Dirac en particulier? Alors, Dirac, soi-disant un grand génie, oh l'andouille, oh l'abruti, hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a considéré qu'une partie de la corrélation. Il n'a pas vu l'autre corrélation. Il a dit, en mathématiques, il y a des petits nombres qui sont importants. Donc, ces grands nombres-là, c'est des petits nombres qui sont devenus grands. C'est l'âge de l'univers. Il a introduit l'âge de l'univers. Et ils ont dit, il y a un principe anthropique qui intervient. C'est-à-dire que pour que une humanité puisse apparaître, il faut un certain temps que les étoiles se transforment en nova, puis ensemencent l'espace d'atomes lourds
pour former la vie. Voilà, le raisonnement foireux que Dirac et les autres ont fait, hein, et qui donne c'est la seule explication de la corrélation des grands nombres, alors que Eddington avait donné la bonne, qui est une double corrélation, et qui donne au pourcent près, qui donne donc ça correspond à la formule que j'ai trouvée en 3 minutes. Mais il s'est passé une chose bizarre, c'est qu'Eddington, dans son calcul, il a fait C égale 1. Pourquoi il a fait C égale 1, Jacques? Ben, comme tous les formalistes, vous assimilez le temps et l'espace. Mais c'est ce que j'ai dit l'autre jour à Dominique Lecourt, là, un grand philosophe, là, hein, qui ramenait les mécaniques. Je lui ai dit, mais le temps, c'est pas de l'espace. Le temps et l'espace sont distincts. Il ne faut pas faire C égale 1. Il faut les séparer. C'est pour ça qu'en les séparant, que j'ai pu éliminer le C et calculer le rayon de l'univers. Vous voyez les erreurs qui sont... Même Eddington a fait l'erreur. Et puis il n'a pas vu que C disparaissait dans la formule. Vous voyez, on en est là. Donc on est plusieurs. Donc on ne peut pas dire que je sois le premier. Le premier, c'est Eddington. Mais le premier qui dit la vérité, paf, ils l'ont mis au panier. Hein. Ah oui, alors Eddington, là, t'as oublié de le dire, Jacques. Hein. Ils l'ont ostracisé. Ils ont dit, bah, il a perdu les plombs. Hein, il a pété les plombs. Il a fait de la numérologie. Voilà. Alors ça, c'est l'accusation suprême. Numérologie. Vous faites de la numérologie. Ils n'ont pas compris que c'est de la nombrologie. C'est pas pareil. Un nombre, c'est pas un numéro. La numérologie, c'est le numéro de la rue. Par exemple, tu habites au numéro 37, tu dis, ouais, le 37 doit être important. Non, le 37, c'est... La numérotation, ça vient de l'histoire, c'est aléatoire, tout un temps. Tandis que les nombres, c'est des entités, comment dirais-je, vraies. Surtout les nombres premiers. Parce que les nombres premiers sont des vrais nombres. Les autres, c'est des composables. Hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'il fallait considérer la somme des nombres premiers. Et c'est ce qu'on n'a pas fait les cristallographes, là, René. Et où est Henri? René, où est Henri, là? Tu peux appeler Henri, René? René? Peut-être. Va chercher Henri pour que je lui parle. Henri? Parce que là, non, parce que c'est grave. Hein. Un petit renseignement. Bon, attends, il y a une nouvelle tête qui apparaît, là, qui c'est une petite tête en bas, là, je sais pas qui c'est. Mais moi, j'étais d'accord avec, je crois que c'est Jacques et la loi des grands nombres. Hein. En probabilité statistique, c'est exactement ce qu'il a énoncé. Et je rajouterais même que à partir de n égale 40, presque tout suit une loi normale de la place Gauss. Quel est l'écartement de la loi normale? C'est rationnel. Le grand nombre dépend de ce que l'on fait. Non, mais attends, René, l'écartement de la loi normale, c'est bien proportionnel à la racine de n? Oui ou non? Oui, non, c'est sigma. Sigma, il est bien proportionnel à la racine de n. Sigma, c'est-à-dire, c'est l'écart extrême. L'écart est proportionnel à la racine de n, ce signal. Tout le monde sait ça, tous les ingénieurs savent ça. Tu aurais dû le savoir, toi, au fait, toi qui as fait des études. Le racine de n est très important. Si vous marchez au hasard, je vous donne un exemple. Supposez que vous soyez libre. Il paraît qu'il ne sait rien. Oui, Henri, voilà, je vous présente Henri. Alors, Henri fait partie de notre équipe d'auteurs, de co-auteurs. Je vous signale que Henri et sa femme Renée et leur collègue qui n'est pas là, Dominique Végel, vont devenir célèbres maintenant. Donc, je vous garantis la célébrité parce que les calculs que vous avez faits sont d'une beauté extraordinaire, mais vous n'avez pas fait attention à ça. Parce que vous n'avez pas comparé les nombres que vous avez obtenus avec la somme des nombres premiers. Voilà. Et c'est ça, bon, je ne vous reproche pas, hein, mais vous n'avez pas cherché à raccorder vos résultats ça, avec la théorie des nombres. Ce n'est pas notre point de vue. Non, mais attends, René. Francis, est-ce qu'on peut le laisser parler? Il est là, il va peut-être nous dire quelque chose. On va lui donner la parole. Je termine avec Henri, parce qu'Henri, il a. Ben oui, mais justement, c'est ce que je suis en train de te dire, à lui demander de prendre la parole. Mais Henri, est-ce que tu veux bien, Henri, parler? Dis-nous quelque chose. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as à dire sur la grande découverte que notre article va dévoiler au monde entier? Quoi? Ben, Henri, pas, il ne prend pas ça au sérieux, lui. C'est sérieux, Henri. Mais non. Tu dis, mais là,
Tu as fait des calculs remarquables, Henri. Bon, explique ce que tu as fait comme calcul. Voilà. Il a fait quelque chose de très important. Qu'est-ce que tu as fait quand on t'a demandé? J'ai fait des choses modestes. Oui, il est très modeste. Et j'ai jamais eu l'impression de faire quelque chose de très important. Ben, explique ce que tu as fait. Alors peut-être ça l'est, mais je l'ignore. Voilà. Non, mais rappelle à tout le monde ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait de beau? Ton article, là, c'est celui-là. J'ai fait tellement de choses, mais il y a tellement longtemps que j'ai oublié un peu les pétales. Parce que ça, c'est des choses qui datent de 20 ou 30 ans. Non, mais d'accord. Et il y a beaucoup d'eau qui est passée sous le pont depuis. Mais c'est bien toi qui as fait la théorie du moindre carré pour la fameuse fonction cristallographique. Ça, c'est un détail, ça. Oui, mais d'accord. Mais quand j'ai saisi cette fonction, il y avait 3 paramètres. Tout de suite, j'ai fait la liaison avec le boson de Higgs. Oui, il faut reconnaître que cette parabole voilà, une quasi-parabole, ça fait comme approche très près de tes résultats. Une parabole en logarithme, hein, par rapport à un logarithme. C'est une parabole un peu bizarre, mais ça a été remarquable. Pour moi, ça m'a confirmé que le boson de Higgs sort directement de cette fonction-là. Voilà. Bon, ça apparaît dans l'article, c'est un détail. Le truc que j'ai trouvé récemment, c'est la liaison avec la somme des nombres premiers. Je te rappelle, Henri, que la somme des 9 premiers nombres premiers, c'est 78. Et c'est la symétrie d'ordre 6 en cristallographie. Voilà. Et la somme, alors maintenant, si tu t'arrêtes pas, tu vas jusqu'à 8 seulement, c'est 59. Et 59, c'est la somme des symétries paires. C'est le calcul que vous avez fait, vous autres. Si on t'avait connu plus tôt, on serait peut-être célèbre, parce que tu nous aurais mis la puce à l'oreille. Bon, ça fait rien, il n'est pas trop tard. Maintenant, vous allez. Non, il faut vous préparer en Henri, beaucoup de choses. On va trouver tous les sous-groupes des groupes cristallographiques. Mais ça, c'est des détails. Ça on s'en fiche. Henri, ce qui est important, c'est 78 plus 59, ça fait 137. Ah, bah oui, ça, oui. Oui, mais enfin, après, quand on généralise, cette relation, on en trouve d'autres qui donnent 1839 et qui donnent les 6 répartitions 1839. C'est la masse atomique du bicodon d'ADN avec 6 nucléotides et on a les 6 nucléotides liés au nombre premier. Voilà, c'est ça qui vient de sortir dans l'article, je viens de le rajouter. Il faut que tu relises l'article parce que là, ça devient très très sérieux. C'est très grave. Ça veut dire la biologie rejoint la théorie des nombres. Tu vois, Henri, l'énormité de travail que vous avez fait sans le faire exprès. Oui, oui. Voilà. Simplement, le petit reproche qu'on peut vous faire, c'est que vous, mais c'est pas un vrai reproche, puisque vous, c'est pas votre domaine, vous n'avez pas cherché à relier vos résultats avec la théorie des nombres. Ah non, absolument pas. Bon, ben voilà, c'est tout. Donc, c'est pas une critique. Moi, mon modeste rôle, j'arrive, je vous dis. C'était pas l'objectif pour dire. Voilà, non, ce que vous dites, ce que vous avez fait, remarquable. Simplement, moi, je n'ai fait que rajouter l'élément qui manquait. C'est tout. Mais j'ai toujours pas compris comment vous arrivez aux calculs. Hein. Vos calculs sont incompréhensibles, je peux vous dire. Là, bravo. Bon, Francis, est-ce que je peux dire quelque chose? Tu dois dire, vas-y. Oui, peut-être que notre ami veut continuer. Enfin, vous avez peut-être envie de dire encore autre chose avant que je prenne la parole? Henri, qu'est-ce que tu as rajouté? Oui. Non, oui, voilà. Alors, quand tu dis que toutes les sciences sont unifiées, de quelles sciences tu parles? Est-ce que c'est seulement les mathématiques, la chimie, la bio? C'est quelle science? Les mathématiques, au niveau, attention, ah oui, juste à l'intérieur des mathématiques, il doit y avoir une réunification générale, déjà, autour de la théorie des nombres. On parlait de géométrie tout à l'heure, il faut ramener la géométrie justement à la théorie des nombres. Hein. Voilà. Donc, parce qu'il y a beaucoup de domaines en mathématiques, et en particulier, j'ai demandé donc à Henri et René de reprendre, maintenant qu'ils sont un peu éclairés, là, il faut reprendre vos travaux, puisque vous êtes affiliés, vous aimez bien les théories des groupes. Et là, j'ai montré que ces travaux-là sont reliés à la symétrie du groupe électromagnétique U1.
justement les groupes des nombres dont le module est 1 dans le plan complexe. Et vous savez que vos nombres, là, les fameux nombres de symétrie, c'est le nombre de polynômes dont les racines sont tous sur le cercle d'unité. Il y a donc une relation que vous auriez dû quand même... Là, j'ai un petit reproche à vous faire, hein, Henri et René, là. Il fallait faire la relation avec le groupe U1, puisque vos polynômes étaient directement reliés aux racines qui étaient sur le cercle de centre 1. Enfin, Henri. On va regarder les travaux que l'on a déjà faits sur la localisation des zéros d'un polynôme. Voilà. On l'a fait dans le plan, on l'a fait sur un cercle, sur des droites. À l'intérieur d'un cercle. D'accord. Oui, bon, donc, maintenant, je vous demande, pour l'article suivant futur, on va faire un article de synthèse sur la théorie des groupes et cristallographique et aussi tous les paramètres libres de la physique. Parce qu'en physique, ce qui se passe, avec leur bêtise d'avoir utilisé des équations différentielles à tous les niveaux, quand carré inverti, il ne faut pas le faire, il va y avoir des constantes non déterminées, des paramètres libres. Il y a maintenant une trentaine de paramètres libres dans toute la physique. Hein. Alors, il y a une trentaine de nombres, on ne sait pas d'où ils sortent. Il y a le fameux 137, 036, un peu plus grand que le 137. Hein. Voilà, c'est le nombre le plus célèbre. Hein. Il y en a d'autres, il y a le 1836 et le 1839. La masse du neutron, c'est 1839. Hein. Bon, voilà. Et alors, je vous explique. Ce qui se passe, c'est un problème apparemment gargantuesque. Si vous avez 30 nombres, aucun corrélateur ne pourra vous calculer les bonnes corrélations, parce que là, il y a trop de relations entre les nombres. Mais il se passe une chose extraordinaire, hein, c'est qu'il y a une hiérarchie. C'est comme si le cosmos, par humanité, avait consenti à ce qu'il y ait des nombres plus importants que d'autres. Il y a une hiérarchie. Et le 137 apparaît en prioritaire. Et après, il y a 1836, la masse du proton. Et grâce à cette... Et après, il y a les masses des bosons intermédiaires, un des nombres un peu bizarres, et la masse du Higgs, qui est justement, grâce aux travaux de Henri, on a réussi à l'introduire direct. Donc, il y a des... Alors, je vous signale, alors oui, encore un truc. C'est le boson de Higgs, là. Vous avez entendu parler de ça? Oui. Ils ont découvert un nouveau boson. Bon. Alors, ils ne se sont pas aperçus que sa masse par rapport à l'électron... Parce qu'ils ne font pas le rapport avec la masse de l'électron. Hein. Ils travaillent en GeV, là, ils sont complètement noyés. Il fallait prendre comme unité une unité de masse. Pas des GeV ou des projectiles. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Les scientifiques des particules ont pris des unités stupides. Le gigaélectronvolt. Ça, c'est idiot. Et si vous divisez par la masse de l'électron, vous obtenez 495 au carré. Et qu'est-ce que c'est que ce 495? Je vous signale que le troisième nombre parfait, puis on revient au nombre parfait, vous voyez bien que la théorie des nombres est là. Hein. Le premier nombre parfait, c'est 6. C'est pour ça qu'il y avait 6 jours dans la semaine, je vous signale. Hein. Notre calendrier vient justement des Égyptiens qui connaissaient ces nombres-là. Ça vient d'Égypte. Ça, on ne vous l'a pas dit, ça. Hein. C'est pas enseigné, ça. Non, on oublie de vous le dire. Parce que l'Égypte, ils l'ont ostracisé aussi. Hein. Ils ont dit, tout vient des Grecs, mais non, ils ont oublié de dire, les Grecs allaient tous faire leurs études en Égypte. C'est pour ça qu'il y avait Alexandrie. Bon, bref. Alors, le premier nombre parfait, c'est 6. Le deuxième nombre parfait, c'est quoi? Henri, tu connais ton deuxième nombre parfait? Non, c'est oh. Et Jacques, tu connais ton deuxième nombre parfait? 24. Hein? En fait, je ne sais pas exactement ce que c'est un nombre parfait. Voilà, je viens de te le dire. Un nombre parfait, comme 6, c'est un nombre que si tu enlèves la monade c'est l'unité. 6 moins 1, ça fait 5. D'accord? Oui. Bon, 5, c'est 2 plus 3. D'accord? C'est 2 plus 3. Hein. Bon, t'as qu'à aller vous allez dans le temple d'Égypte, vous voyez les 5 colonnes, séparées par l'axe, il y a un axe royal, et il est séparé en 2 et 3. 5, c'est 2 plus 3. Oui. D'accord? Mais 2 fois 3, ça fait 6. Ah oui, d'accord. Donc, voilà, un nombre parfait, c'est si vous enlevez l'unité, eh bien, vous avez la somme des diviseurs du 6. Alors, vous voyez, vous êtes tous témoins que notre ami Jacques, là,
qui fait de l'informatique, n'a aucune connaissance sur les nombres parfaits. On n'apprend pas ça à l'école. Il faut apprendre ça en maternelle, normalement. Hein. Là, il y aurait de quoi, tu sais, encore où parti l'autre Nadia, là. Il y aurait de quoi écrire au ministère de l'Éducation nationale. Hein, vous plaignez qu'il y a une faiblesse du français. Les jeunes refusent d'apprendre l'orthographe. Ils ont bien raison. L'orthographe, c'est une absurdité. Hein. C'est une série de règles illogiques. Il faut simplifier l'orthographe. Déjà. Et maintenant, au niveau de l'arithmétique, il faut apprendre les propriétés de base des nombres. Il faut savoir d'où vient notre calendrier, Nadia. Notre calendrier vient des Égyptiens, des nombres parfaits. C'est 6. Et le 7e jour, bon, il se repose. Voilà. Bon. Alors, le deuxième nombre parfait, c'est 28, bien sûr. Puisque c'est le mois, c'est le mois de 4 semaines, le mois raccourci, c'est 28. 28 est le deuxième nombre parfait. Bon. Et ça, tout le monde devrait le savoir. Vous voyez l'ignorance dans laquelle vous êtes tous. C'est que si vous aviez été en Égypte autant, il y a 26 siècles, c'est la première chose qu'on vous aurait dit. Et c'est vrai qu'on vous aurait dit ça dans la pureté d'un temps. Quoi. Parce que toutes les bonnes vérités ne sont pas bonnes à dire. Ouais. Alors, le troisième nombre parfait, c'est 496. Et 496 a été repéré en théorie des cordes comme c'est l'ordre du groupe SO32. Et 495, c'est 496 moins 1, justement, le nombre que j'appelle coparfait, et qui est des tas de propriétés incroyables. Hein, on l'a publié dans le document. Le 495 est un nombre qui appartient au tableau de Pascal, c'est-à-dire c'est un nombre c'est un nombre combinatorial. Hein. Voilà. Ça, ils l'ont pas vu. Hein. Donc on a fait l'hypothèse dans l'article, c'est le seul couple parfait dont le membre inférieur est un nombre de combinaisons. Voilà. Donc on a émis une conjecture, hein, bref, la théorie. Voilà. Donc ça paraît extraordinaire, ce qui se passe, c'est qu'on a la théorie des nombres qui s'intègre un peu partout, comme je vous l'ai dit, en biologie et en physique des particules aussi. Donc Nadia a demandé qu'est-ce qui est unifié. Mais tout est unifié, parce qu'avant, à l'époque de Pythagore, tout était unifié, la philosophie n'était pas séparée de comme il l'a bien dit d'ailleurs, Tasso. Tasso, il a dit tout était unifié au début. C'est ce qui s'est passé. Et après, tout a explosé. Voilà. À cause des formalistes. S'ils avaient écouté Poincaré, on n'en serait pas là. Hein. Alors vous dites tout, ouais, la technologie avance. S'il n'y avait pas eu ces erreurs, je vous garantis que la technologie aurait été développée beaucoup plus que maintenant. Hein. Non. Et parce que, Francis, moi je voudrais dire quelque chose quand même. Le fait justement d'avoir séparé les disciplines et d'avoir, dans le fond, essayé d'avoir une expertise dans un domaine de pointe, ça a peut-être permis de grandes avancées qu'on n'aurait pas eues si on n'avait pas séparé les disciplines. Bon, là où je te rejoins, c'est que bon, on est resté dans cette logique, c'est-à-dire de toujours essayer d'aller plus loin dans la connaissance, dans une connaissance de pointe, sans penser justement à faire le lien avec les autres disciplines. Mais ça revient, enfin je veux dire, depuis une vingtaine d'années, on parle de pluridisciplinarité, de multidisciplinarité, enfin je ne sais pas quel est le terme, je crois que c'est pluridisciplinarité. Non, mais donc, oui, d'accord, ils se sont rendus compte que ça n'allait pas, mais ils n'ont pas été jusqu'au fond du problème, Nadia. Le fond du problème, c'est les formalistes, les bourbaquistes, là. Ils ont foutu le bordel. C'est eux qui ont foutu le bordel, les mathématiciens prétentieux, genre Villani, là, ils bazardent des équations partout. Ils bousillent, ils abrutissent le peuple. Et comme a très bien dit Tasso, le peuple réclame des choses intelligibles. Moi, je leur dis, vous prenez votre calculette, alors je vous signale que ça, c'est la plus grande découverte du siècle. Moi, j'ai ma calculette avec moi. Hein. Attention. Hein. Et là, vous prenez votre calculette, vous mélangez 3 constantes universelles, et vous avez le demi-rayon de Hubble. Un rayon qu'ils essayent de mesurer depuis un siècle. Hein. Ils n'arrivent pas, ils ne sont pas d'accord sur les dernières mesures.
D'ailleurs, les dernières mesures contredisent les théories officielles actuelles de plusieurs pourcents. C'est une catastrophe pour le modèle cosmologique actuel. Je vous signale, la cosmologie est en train de s'effondrer. Je ne sais pas si on vous l'a signalé. La cosmologie, ils sont dans une crise très grave. Il n'y a pas que le problème de l'énergie noire. Ça, on oublie de vous le dire. Il y a aussi le problème du rayon de feu. Qu'un écolier comme vous, ce soir, vous pouvez calculer le rayon de l'univers dans votre petite table. Enfin, ça m'a pris 3 minutes, moi. Donc, je ne vous demande pas de créer des choses, je vous demande de vérifier ça. Ça fait plusieurs fois que je vous le dis, Nadia. Est-ce que tu as fait ton calcul, Nadia? Ah voilà, gna. Alors, ça ne t'intéresse pas, le rayon de l'univers? Non. Voilà, alors, quand il y a des. C'est vrai, il y a des gens qui me répondent ça. Mais on s'en fiche du rayon de l'univers. C'est ça le truc. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont pas l'intuition cosmique. Il y en a plein, Il y a une majorité, on peut dire qu'il y a une majorité de gens qui sont inconscients. Moi, c'est ça que, quand moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est ce qu'on va faire de toutes ces connaissances qui sont les tiennes. C'est de pouvoir anticiper sur ce qui va arriver. Il y a des gens qui considèrent que connaître le rayon de l'univers, ça ne sert à rien. Alors là, si vous voulez, ça pose un très grave problème de conscience. Qu'est-ce que tu en penses, Henri? Quel est ton avis là-dessus? Est-ce que ça t'intéresse de connaître le rayon de l'univers? Voilà. Tu n'as pas écouté la question. Je n'ai pas beaucoup d'avis. Voilà, il ne faut pas. Bon, écoute, je crois qu'on a fait un petit bout de chemin ensemble ce soir. C'était très sympathique. Ça serait bien qu'on aille dîner. Qu'est-ce que vous en pensez? Le problème, c'est que pourquoi tu n'as pas invité Alain? Je voulais l'engueuler, l'autre. Il va venir, t'inquiète pas. De toute façon, c'est un premier essai. Non, c'est un premier essai là. Je trouve que c'est pas mal finalement. Tu vois, c'est pas mal. Je veux dire. On s'écoute les uns les autres. Je pensais que ça serait vraiment très difficile. Et puis finalement, bon, tu as quand même monopolisé la parole. Parce qu'on est pas discipliné. Oui, c'est ça. Là, tout le monde parle. S'il y avait Marouani, on n'aurait pas pu placer un mot. Parce que Marouani, il n'arrête pas de débiter la palissade sans arrêt. Il abrutit tout le monde, lui. Parce que Marouani est un défenseur du système. Je vous explique, pendant qu'il n'est pas là. Non, mais t'exagères quand même, parce qu'il prend toujours. Il prend toujours. Si je prend toujours la défense. Il dit en face des choses très positives. Non, c'est un répétiteur. Étienne Klein, c'est un répétiteur. Il y a des gens, ils répètent ce qu'ils ont appris. Alors, ils vont à l'école, ils vont au lycée. Alors, ils vont dans des lycées prestigieux comme Louis-le-Grand, comme il a raconté l'autre Klein là. Il va au lycée Louis-le-Grand, il écoute, et après il va répéter. Voilà. Alors c'est des répétiteurs, donc on n'avance pas. C'est ça le truc. Les normaliens, là, ceux qui dirigent là, à cause du général de Gaulle, là, il a fait une grosse connerie. Il a dit les normaliens, c'est les meilleurs. On les met à la tête de la recherche. Alors là, ça a été la catastrophe. C'est pas de parce que les normaliens, en tout cas, Francis. Non, attends, Henri, t'es bien d'accord que les normaliens sont sélectionnés pour répéter ce qu'ils ont bêtement appris. T'es d'accord? Ou non? Non. Donc, t'es pas normalien, tu peux quand même le dire à pauvre René qui est là. René, elle a répété tout ça, mais bon, elle est bien gentille. Non, ce qui se passe, c'est qu'il y a un problème de répétitabilité. C'est la répétition. On répète, et on creuse pas. Fallait creuser. Fallait faire comme moi, dire mais qu'est-ce qui se passe? Si j'enlève la vitesse C, qu'est-ce qui se passe? Alors, on trouve le demi-rayon de l'univers. Est-ce que c'est du hasard, ça? Non. Mais les gens, ils disent numérologie, t'as pas le droit. Alors quand ils calculent la longueur de Planck, ils font la même analyse dimensionnelle en gardant le C. Mais quand j'enlève le C, moi, j'ai pas le droit de le faire avec la masse de l'électron. Pourquoi? Parce qu'ils disent, la masse de l'électron du proton n'est pas fondamental, ils disent. Voilà un genre d'argument. Ouais, tu vois ce qu'on m'oppose, Nadia? On dit que le proton n'est pas fondamental. De toute façon, je veux dire, tu t'en fiches, tu passes à autre chose. C'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est ce que toi tu penses. Je n'aime pas qu'on violente la science. Pourquoi tu dis ça? On violente la science. Tout ce qu'on m'a agressé, c'est violenter la science. Parce que moi, je fais de la science brute. Pure. Moi, je fais de la pure science.
Moi, je vais devoir vous quitter, les amis. Hein. Si vous voulez continuer la conversation, il n'y a pas de souci. Tu t'es bien ennuyé avec nous. Mais pas du tout, c'était formidable. Non, vraiment. Et puis, je suis toujours très contente de partager avec vous, voilà, ces moments. Bon, donc, je vous dis à bientôt. Ouais, à bientôt, Nadia. Salut. Alors, on ne peut même pas vous souhaiter bon retour. Alors, on ne peut que vous offrir virtuellement l'apéritif. Bon retour à votre chambre. En tout cas, je suis content de vous revoir tous. On va laisser Tasso conclure quand même, parce que c'est. Ah bah oui, pourquoi pas. C'est vrai, le dernier mot à. C'est sur la sellette là, parce que Jacques. La prochaine fois, c'est Henri qui la mettra en marche, parce que moi, je l'avais mise en marche, mais. Bon, attends, je résume le résultat de cette petite exposition. J'attaque la science. Voilà, donc Dominique. Et la religion. Voilà, je conclus. On me demande de le faire par une réflexion toute simple. Je pense qu'il y a des tempéraments différents, des talents différents, et qu'il est normal que les enseignants et les chercheurs n'aient pas le même fonctionnement intellectuel. Parce que pour être un bon enseignant, il faut être convaincu de la valeur de ce qu'on transmet. Et pour être un bon chercheur, il faut douter de la valeur de ce qu'on a appris. Exact. Donc, à mon avis, il y a, alors évidemment, il y a des cas particuliers. Il est certain que il y a des enseignants qui sont qui sont en même temps des chercheurs, etc. Bon. Mais d'une manière générale, il est normal, statistiquement, si on prend la loi des grands nombres, justement, la plupart des bons enseignants ne sont pas des bons chercheurs, et la plupart des bons chercheurs ne sont pas des enseignants. Newton étant l'exemple flagrant, lui il était tellement mauvais enseignant que très souvent il n'y avait personne à son cours, donc il rentrait chez lui tout simplement. Enfin, c'est évidemment un autre fonctionnement de l'université à l'époque. Hein. Voilà. Bon, allez, on part. Voilà. Mais autrement dit, il n'est pas du tout anormal que l'un d'entre nous, je ne dirais pas lequel, ait aperçu des choses que la plupart des gens qui ont l'habitude de les enseigner n'aient pas aperçues. Bon, allez, on termine là-dessus. Bon, j'ai bien apprécié ce que vous venez de dire. J'ai bien apprécié ce que vous venez de dire, et je crois qu'un bon enseignant, à certains moments, a des doutes. Et à ce moment-là, il ne l'enseigne plus. Ah oui, c'est qu'il a. C'est très juste. Ça m'est arrivé. Exact. Oui, bah oui, bien sûr. Il arrive. Alors, Henri, je te rassure, la relativité, théorie locale, qui disparaît au niveau cosmique. T'es content? Et donc maintenant, tout est absolu, ça veut dire. Tu avais raison. Henri, tu es intuitif quand même. Il avait deviné que tout est absolu. La preuve, c'est qu'on connaît notre référentiel absolu. C'est le fameux rayonnement de fond qui représente le cosmos. Le cosmos est directement visible. Vous y êtes là? Bon, allez, à bientôt. Salut, merci à Jacques. Bravo Jacques pour l'organisation. Merci à tous pour votre présence. Voilà. À bientôt. À bientôt. C'est ça. Allez, bon.